Parti pour 3 nouvelles histoires flippantes, y a pas de blablabla, on commence tout de suite avec celle de Mélanie. Il y a 2 ans, Mélanie elle fait du house sitting pour un couple plus âgé, c'est-à-dire qu'elle garde leur maison quand ils partent en vacances ou quand ils ont un déplacement professionnel. Cette fois-ci c'est un scénario de rêve, c'est-à-dire que le couple veut partir en vacances à Hawaï 2 semaines mais ne veut pas emmener leur chat avec eux. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour garder leur maison et surtout leur chat et les nourrir. Et Mélanie ayant pas mal discuté avec eux et ayant partagé avec eux son souhait d'aller vivre en Californie, et bah bingo, Mélanie peut garder les chats du couple gratuitement et le couple peut partir en vacances sachant que leur chat sera bien traité par une connaissance à eux. Elle les rejoint donc dans leur maison en Californie quelques jours avant qu'ils partent à Hawaï. Ils vont lui faire visiter un peu la ville, lui présenter la maison, lui expliquer comment nourrir les chats et comment bien s'occuper d'eux. Et ils insistent sur le fait qu'il y a l'un des 2 chats qui est extrêmement timide, qui est presque farouche et que du coup ils lui conseillent de pas trop l'approcher, de pas trop forcer le contact parce que il est pas très amical. Le jour J, Mélanie les conduit donc à l'aéroport et le couple est cool puisqu'il lui laisse même les clés de leurs 2 voitures. Sympa! C'est donc le début des 2 semaines de garde entre guillemets pour Mélanie et donc elle est dans une maison très grande avec 2 voitures à sa dispo. Elle doit juste nourrir des chats, bref, le rêve, elle en profite pour visiter. Elle part se balader à San Francisco, à Sonoma, à Monterey, bref, elle aussi elle est en vacances finalement gratuites. Mais je vous rappelle que c'est une vidéo serait d'horreur. Pour le moment, tout est cool, ça fait du bien, n'est-ce pas? Attendez. Un jour, vers la moitié de la seconde semaine, donc on est aux 3/4 du voyage, Mélanie rentre à la maison comme d'habitude, sauf qu'elle a un très mauvais feeling. Elle se sent vraiment pas bien, comme si son corps lui disait non, reste pas là, t'es en danger. Vous connaissez ce feeling, il est relou, il est horrible. Sauf que là, il y a aucune raison de ressentir ça. Une fois dans la maison, elle se force à ignorer le fait qu'elle se sent vraiment sous tension et pour se changer les idées, elle commence à se préparer à manger. Il y a rien d'étrange, elle commence à se sentir un peu mieux, elle décide donc d'aller se coucher pour se remettre les idées en place, y a rien de mieux. Et petite surprise en arrivant dans sa chambre, le chat timide se trouve cette fois sous le lit de la chambre d'amis, de la chambre dans laquelle Mélanie dort. Elle explique que c'est la première fois qu'elle le voit en 10 jours ce chat-là parce qu'habituellement il passe l'entièreté de son temps dans la chambre du couple. Le lendemain matin, elle se sent toujours bizarre, mais voilà, elle suit les plans qu'elle avait prévus pour la journée, elle va pas gâcher ses derniers jours de vacances, elle profite. Elle décide donc de prendre la voiture et d'aller à un petit festival de musique, avant ensuite d'aller faire du shopping, bref une journée qu'elle décrit comme géniale. Du moins avant qu'elle rentre à la maison. Ce soir-là, Mélanie finit par aller se coucher après avoir regardé un film. En se rendant dans sa chambre, le chat timide est de nouveau sous son lit. Elle voit clairement qu'il est pas content de la voir, mais qu'il a pas envie de quitter la chambre. Le lendemain matin, Mélanie elle se sent encore plus mal que la veille, elle a des nausées, elle a des courbatures, bref elle a aucune envie de sortir, sauf que la journée passe et que plus elle passe, plus Mélanie a ce sentiment de malaise qu'elle a déjà eu plusieurs fois, mais là en plus de ça elle a l'impression d'être observée. Voilà, là elle tombe dans le truc vraiment pas cool, où t'as l'impression que quelqu'un te regarde et c'est horrible. Au milieu de l'après-midi, son état se détériore, elle est encore plus mal, elle se sent encore plus observée, elle décide d'aller prendre l'air et de se dégourdir un peu pour penser à autre chose et sortir de cette spirale. Et n'ayant plus trop de provisions, elle décide d'aller faire des petites courses, voilà, et d'acheter des trucs un peu soft pour pas qu'elle ait des nausées parce qu'elle comprend pas ce qui se passe mais elle est pas bien. Elle se dit que c'est peut-être un début de gastro, un début d'angine, bref un début d'une maladie à la con et elle veut du coup vraiment prendre des trucs sains pour son corps. Après avoir payé à la caisse, la caissière lui dit gentiment bonne journée madame et là Mélanie elle fond en larmes. Elle explique qu'en fait quand la caissière lui a dit bonne journée, elle a eu la sensation que c'était la dernière personne de sa vie qui lui souhaiterait une bonne journée. Elle retourne donc à sa voiture, met ses courses dans le coffre et là il y a vraiment ce mauvais feeling qu'elle a et qui lui dit ne retourne pas dans cette putain de maison. Sauf qu'elle doit s'occuper des chats, elle doit les nourrir et elle veut surtout pas trahir la confiance que le couple a placée en elle en lui confiant leur maison pendant 2 semaines. Elle dit donc qu'elle va juste retourner à la maison pour nourrir les chats et qu'après ça elle ira cette fois dormir dans un hôtel. Arrivée devant la maison, impossible de rentrer. Elle arrive pas. Elle a plus que jamais cette sensation de malaise, cet instinct qui lui dit fais gaffe t'es en danger. Et du coup elle a une idée. Et elle se dit que cette fois elle va rentrer dans la maison et qu'elle va hurler qu'elle vient d'appeler la police, qui sont en route et que la personne qui se trouve ici ferait mieux de dégager avant de se faire arrêter. Why not? Si ça peut te rassurer, au pire tu t'es juste affiché devant tes chats, tu t'en fous. Et ben devinez quoi? À la seconde où Mélanie a fini sa phrase, la lumière de la chambre du couple s'allume. Et Mélanie entend des pas. Elle a enfin des preuves qui confirment cette sensation qu'elle a depuis des semaines et du coup elle sort en courant de la maison et elle se précipite sur son téléphone pour bien entendu appeler la police. Ce qu'elle n'avait pas fait, je vous rappelle que c'était du bluff. Même elle y croyait pas. Elle attend alors dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers et en arrivant, bah y a personne. Vous savez très bien comment ça se passe. Les policiers rentrent dans la maison, inspectent toutes les pièces et y a personne. Mais la porte-fenêtre de la chambre du couple est ouverte. D'ailleurs, ironie, Mélanie en plein moment de stress est quand même contente parce que les portes sont ouvertes mais les chats sont dans la maison et n'en ont pas profité pour se barrer. Elle veut vraiment pas trahir la confiance de ce couple, c'est beau. On veut tous une Mélanie pour garder notre chez soi. Dans la chambre du couple, les policiers retrouvent du coup des sachets de nourriture dans un coin qui montrent qu'il y a bel et bien quelqu'un qui avait été là, mais cette personne n'a apparemment rien volé. Elle a donc confirmation qu'il y avait un mec qui était là depuis au moins 2 jours et qui a fait très peur au chat timide de par sa présence. Le chat a donc choisi Mélanie et c'est pour ça qu'il dormait sous le lit de Mélanie depuis 48 heures.
les policiers n'ayant aucune preuve d'entrée par effraction, il y a rien qui a été forcé, rien qui est cassé, bah, ils expliquent à Mélanie qu'ils peuvent rien faire et qu'ils vont juste patrouiller de temps en temps autour de la maison, voir s'ils voient quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là quoi. Mais je vous rappelle que Mélanie doit encore garder la maison et les chats pendant 3 jours, et c'est ce qu'elle va faire, et elle explique qu'elle était angoissée à mort, même si c'est rien passé, la personne n'est pas revenue, elle était dans un stress total, et que depuis ce jour-là, ça l'a un peu traumatisée sur ça, et maintenant quand elle part en vacances dans une maison ou dans une chambre d'hôtel ou quoi, elle a un toc, et avant de se coucher, elle vérifie l'intégralité de l'appartement, de la maison ou de la chambre d'hôtel, pour être sûre qu'il y a bien personne et qu'elle est seule. Malgré tout, elle est vraiment contente que son instinct ait pris le dessus ce jour-là, et qu'elle ait fait le choix de rentrer en hurlant et en menaçant la potentielle personne qui se trouvait là, parce que si elle avait pas fait ça, bah, on sait pas ce qui se serait passé. Voilà! Ah! Elle est horrible celle-là. Je la déteste cette histoire, c'est bon. Je vais maintenant vous raconter l'expérience un peu horrible de Lucie, qui est beaucoup plus courte que celle de Mélanie, mais qui moi m'a glacé le sang. C'est un peu ma hantise en fait. Bref, l'histoire a lieu quelques années avant que Lucie nous la raconte. À cette période-là, elle est encore à l'université, et elle a un petit taf à côté, elle bosse dans une animalerie spécialisée dans les poissons d'eau salée et les reptiles. Alors, on est d'accord, les animaleries, c'est vraiment pas ouf pour le bien-être animal, mais là n'est pas le débat. Elle explique donc que c'était pas du tout étrange que régulièrement des gens rentrent dans le magasin, des amateurs en reptiles ou en poissons, et posent des tas de questions au staff avant de faire le pas et peut-être de se prendre un compagnon. Lucie, ça fait à peu près 1 an qu'elle bosse là-dedans, elle est donc bien calée en reptiles et en poissons, et là il y a une personne qui commence à se rendre régulièrement à la boutique et à poser à Lucie des questions sur les dragons barbus. Je trouve ça adorable. Comme elle a dit, c'était fréquent que des gens viennent et posent des questions et repassent pour poser d'autres questions, donc au début rien d'alarmant, elle répond à ces questions pendant 1h30 et il y a aucun problème. Sauf qu'après 2 fois 1h30 de réponse à des questions, le mec continue de venir et il continue de demander des infos sur les dragons barbus. À ce stade, normalement un humain normal, il ne fait plus chier la vendeuse et il va acheter une encyclopédie sur les dragons barbus directement. Lui, il continue de venir et il continue de parler spécifiquement à Lucie. À force de venir, ce gars-là connaît du coup l'emploi du temps de Lucie. Il sait à quelles heures elle est à la boutique et à quelles heures elle n'y est pas. Et il va donc continuer de venir la voir tous les jours pendant pas mal de jours, sauf que des fois Lucie à la boutique elle est seule. Et oui, une boutique, il y a des horaires et des jours où il y a peu de clients et du coup le responsable décide de mettre qu'un seul vendeur en boutique parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire des économies. Sauf que quand la vendeuse c'est Lucie et qu'elle se retrouve seule face à ce mec, elle est pas très sereine. Et parallèlement, ce gars-là, entre 2-3 questions sur l'accouplement des dragons barbus, il cale des petites phrases un peu dérangeantes à Lucie, genre sinon t'es en couple? Le méga lourd quoi, clairement. Et Lucie se défend en lui disant non, vraiment je suis pas intéressée et en plus j'ai un petit ami. Ce qui est faux, elle a pas du tout de petit ami à l'époque. Et un jour ce gars arrive au magasin, sauf que Lucie elle est dans la salle de repas des employés et il se met à la chercher. On a donc définitivement la preuve qu'il vient là juste pour lui parler à elle et il s'en fout complètement des dragons barbus ou des poissons. La manageuse de Lucie comprend que le gars est définitivement chelou et elle sort de la boutique en lui disant stop, arrête de venir, tu deviens creepy. Malgré tout, le gars va continuer de venir tous les jours et il va continuer de demander à voir Lucie à chaque fois qu'il vient, qui n'est jamais en boutique quand le gars arrive puisque sa manageuse se met à la défendre et du coup elle lui dit d'aller dans la salle de repas dès qu'elle aperçoit le gars dans la rue. Bref, tout ça dure longtemps, Lucie elle en a marre et du coup elle démissionne. Elle quitte le taf, elle se dit vas-y ras le cul, stop. Et à peu près 1 mois plus tard, Lucie est avec son père devant la télé, elle regarde les news et quelle surprise! Elle reconnaît à la télé le gars chelou et il est tout simplement en train de se faire escorter par la police hors d'une maison qui apparemment est celle de son ex-copine. Et les news expliquent qu'en fait l'ex de ce gars ne s'étant pas présenté au travail depuis un moment, ils ont donc appelé la police pour leur demander d'aller jeter un coup d'œil à son domicile, voir si elle va bien, et ils retrouvent la propriétaire de la maison, l'ex-copine du mec chelou, dans sa baignoire, dans une bâche. Et en fait, ce gars-là était cannibale et avait cuisiné des parties du cœur, du foie et du cerveau de son ex-copine. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort que celui-là. Et en fait, ça c'est une vraie histoire, il y a eu pas mal d'articles qui en parlent, il y a eu pas mal d'interviews de journalistes et tout au sujet de ce gars-là, et en fait, il a toujours plaidé la possession démoniaque comme défense, et du coup, Lucie, ça lui fout vachement les boules et elle a peur parce que ce gars-là est venu plein de fois à la boutique et elle a constaté qu'il était méga bizarre, et qu'apparemment, il est pas seulement bizarre, apparemment, il mange des humains, c'est bon? Elle a donc fréquenté, malgré elle, un putain de cannibale meurtrier pendant des semaines, quoi, sur son lieu de travail. C'est horrible. Tout cela nous amène à la dernière histoire, l'histoire de Stéphane, qui n'a rien à voir, il y a pas de cannibale, il y a des gens chelous mais il y a pas de cannibale. Stéphane explique qu'il a grandi dans l'Ohio dans les années 70 et qu'avec un ami à lui qui s'appelle Joe, il passait énormément de temps dehors. Son pote Joe vivait dans une ferme à l'époque au bord d'une route et les parents de Stéphane souvent le déposaient chez Joe et du coup il passait une bonne partie de la journée dans les bois à kiffer, ambiance un peu scout. Bref, le temps passe, ils arrivent aux années lycée, les fameuses, et ils se mettent à mettre en place un truc qu'ils appellent le Stand By Me. Un truc basé donc sur le film du même nom qui est sorti à l'époque. L'idée c'est donc de parcourir à pied les voies ferrées du pays, sauf que
au lieu d'espérer tomber sur un cadavre, comme c'est le cas dans le film je crois, ils espèrent juste trouver des spots cool pour pêcher ou camper. Évidemment ils ont conscience que ça peut être dangereux, mais ils se disent vas-y on a qu'une vie, on est jeunes, c'est des ados, et du coup ils vont quand même au bout de l'idée. Ils sont donc allés au bout des choses, ils l'ont fait pas mal de fois, et tout s'est très bien passé, ils ont passé de bons moments, ils sont tombés sur des rivières, ils découvraient des ponts sur lesquels personne n'était jamais allé, ils pêchaient, ils se cachaient dans les trains, bref, ils précisent que vraiment ils ont eu aucune mauvaise expérience, tout s'est toujours bien passé, c'était idyllique. Bref, c'était la grande époque de l'amitié entre Stéphane et Joe. Malheureusement à la fin du lycée, leurs chemins sont séparés, comme ça arrive très souvent parce qu'ils ont fait des études différentes, mais ils restent tout de même en contact et ils essaient de se voir dès que c'est possible. Et un jour c'est le cas, un été au milieu des années 90, ils se sont retrouvés tous les deux dans leur ville natale pendant une semaine. Ils passent donc leur journée chacun avec leur famille, mais le soir ils se retrouvent les deux pour parler de l'époque, des bonnes expériences du lycée. Bref, un soir, ils reparlent du coup des moments où ils faisaient des Stand By Me. Très nostalgique vis-à-vis de cette époque, et en plus ayant quelques bières dans le nez comme il le dit Stéphane, ils se disent mais viens on le refait, c'était trop bien. Ils se fixent donc une date, un soir, pour faire ça. Le jour J, ils demandent à leur femme de les déposer à l'endroit où ils avaient l'habitude à l'époque de commencer leur Stand By Me, histoire d'avoir une bonne grosse dose de nostalgie. Ils vont carrément au même endroit. Ils expliquent évidemment que leurs femmes leur disent les gars, vous avez plus 15 ans là, il faut grandir. Mais Joe et Stéphane n'en démordent pas, ils veulent revivre ce truc qu'ils faisaient à l'époque, et en vrai ils ont tellement raison. Bref, leur femme les dépose, ils se retrouvent tous les deux au point de départ habituel, et là Joe a une idée. Il propose qu'au lieu de prendre la direction qu'ils prenaient à l'époque, ils prennent cette fois la direction opposée pour découvrir des nouveaux lieux, une nouvelle ambiance peut-être. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est entre nous les gars. Bref, la journée se passe bien, ils marchent, c'est amusant, c'est un peu triste aussi parce qu'ils sont pris de nostalgie et comment dire, ce truc là témoigne du temps qui est passé, tu vois, et ils se disent putain, la vie n'est pas infinie. Sortez les violons. Et un peu avant que la nuit tombe, ils trouvent un endroit cool pour camper. C'est une zone boisée épaisse avec des arbres de part et d'autre de la voie ferrée, donc quand t'es sur la voie ferrée, t'as un peu l'impression d'être dans un tunnel. Bref, ils commencent à monter le camp, ils ont des hamacs du coup pour dormir dans de bonnes conditions, mais ils décident quand même de checker un peu le périmètre avant de poser leur hamac, etc. pour être sûr qu'ils sont pas à côté d'une habitation ou d'une zone privée et qu'ils sont donc pas à deux doigts de camper sur le terrain de quelqu'un. Et ils tombent sur une petite colline, donc ils voient pas ce qu'il y a derrière, et ils décident du coup d'aller en haut de cette petite colline pour être sûr qu'il n'y a pas juste là la maison de quelqu'un et qu'ils sont en train de déranger ce mec. Et arrivé en haut de la colline, ils voient au loin un bâtiment vieux et abandonné. Ils voient personne, c'est calme, il y a aucun bruit, il y a aucune lumière. Mais étant bien éduqués, ils décident quand même de descendre du coup de l'autre côté de la colline pour se rapprocher du bâtiment et être sûr qu'il y a personne qui est là. Et petite surprise, c'est en fait une vieille église abandonnée. Ils la décrivent comme un bâtiment trapu, un truc affaissé, avec des planches de bois quasiment noires à cause de l'humidité, de la moisissure. Il y a de la mousse, il y a de la pourriture, bref, c'est clairement vieux et instable. Et ils voient qu'en fait dedans, il y a toujours tous les bancs bien en place et une sorte de petite estrade sur laquelle peut se placer quelqu'un qui parle aux potentiels gens qu'il y a sur les bancs. Bref, Stéphane et Joe, ça leur suffit, ils ont pas voulu non plus rentrer, checker tout en détail, ils retournent à leur campement. La nuit tombe et Joe et Stéphane entendent des bruits en provenance de l'église. C'était sûr, oui, je sais. Tous deux sortent alors de leur hamac et commencent à avancer accroupis vers le haut de la colline pour avoir un visuel sur l'église. Et ils entendent bel et bien un chant. Ils arrivent alors en haut de la colline, ils sont allongés et cette fois il y a malheureusement de la lumière dans l'église. Ils voient ça et ils se disent c'est quoi ce bordel? Et le chant c'est un chant effectivement religieux, un chant typique de ce qu'on peut entendre dans des églises, mais c'est dans une autre langue, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent aucun mot dans le son, ils reconnaissent rien. Après un petit moment de silence, il y a une voix masculine qui se remet à chanter, juste une voix, et à un moment, tous les gens qui se trouvent dans l'église se mettent à répéter les mots que dit la voix masculine. Un peu comme dans les films, vous savez, quand il y a une secte, il y a des chants, et il y a toujours un leader qui chante, et la foule d'adhérents qui répète ce que dit le leader. Bref, ce petit jeu de ping-pong devient de plus en plus fort, de plus en plus dérangeant, et Stéphane se met les mains sur les oreilles et finit par dire à Joe « Mec, on se casse ». Et Joe lui répond « Oui, ça tombe bien », parce que là, ils sortent. Et il voit au loin une file de personnes qui se tiennent par la main en file indienne sortir de l'église. Certains d'entre eux ont des lampes torches et ils se mettent à tourner en rond, main dans la main, en chantant, toujours de plus en plus fort. Sauf que ceux qui ont des lampes torches éclairent les environs et éclairent sans faire exprès nos amis Joe et Stéphane. Joe et Stéphane se chient dessus, ils se lèvent et partent en courant en direction de leur campement. Ils rangent leurs affaires en un temps record et ils prennent en sens inverse le chemin qu'ils avaient emprunté la journée d'avant pour retourner là où leurs femmes les avaient déposés. Mais les lumières s'agitent de manière erratique, comme si les personnes qui tenaient les lampes torches les secouaient dans tous les sens. Et ils réalisent qu'en fait c'est pas que les personnes qui tiennent les lampes torches les secouent dans tous les sens, c'est qu'elles sont en train de courir vers eux. Stéphane et Joe continuent donc à sprinter, à faire des pauses, à sprinter, à faire des pauses, bref, ils rêvent juste de remonter dans la voiture de leur femme. Et après plusieurs minutes, ils arrivent sur une route et ils voient qu'ils ne sont plus suivis, il y a plus de lumière derrière eux. Et ils décident alors à l'aide de leur carte de se rendre dans une petite ville qui se trouvait à 15 minutes de là où ils étaient. Arrivés sur place, ils se rendent à une station-service de la ville ouverte 24h sur 24 et ils appellent leur femme pour leur dire « Venez nous chercher, on est à tel endroit, on vient de vivre un truc chelou ».
tout s'est bien passé, leurs femmes sont donc venues les chercher et du coup ils ont raconté l'histoire à leurs proches et leurs proches leur ont dit que c'était sûrement des gamins qui se regroupaient pour se faire peur, pour faire des blagues. Sauf que Joe et Stéphane, ils ont entendu des voix et c'était pas du tout des chants amateurs et des blagues, c'était un truc qui avait l'air très sérieux. Il finit donc en disant qu'il sait pas qui étaient ces gens, il sait pas ce qu'ils foutaient là-bas, mais que c'était le truc le plus putain de flippant qu'il ait vu de toute sa vie. Tout finit bien et donc ça se trouve c'était juste des gens d'une secte en fait qui se rendaient là-bas, qui avaient une sorte de rituel ou juste des fêlés, enfin bref, il sait pas trop et il a pas du tout envie de savoir, ok? Et nous non plus d'ailleurs. C'est la fin de ce thread d'horreur, je me chie bien dessus. Bon, j'ai pas mis trop de trucs intrusion parce que comme on est tout le temps chez nous en ce moment, c'est pas le moment d'être parano vis-à-vis de ça, je trouve. Hein. Je suis particulièrement sensible à cette mécanique horrible du quand t'as été en contact avec quelqu'un et que t'apprends par la suite que ce quelqu'un avait un vrai problème et était vraiment très dangereux. Je trouve ça vraiment horrible, tu as ce truc de trahison, c'est horrible. J'espère que ça vous aura plu, moi j'adore ces trois histoires. Les trois personnes vont bien et d'ailleurs dans la première histoire, Mélanie elle précise que depuis qu'elle a posté sur le forum, elle a reçu beaucoup de soutien de gens. Du coup elle était hyper contente et voilà, elle a envoyé un message d'amour derrière aux gens. Donc voilà, on finit quand même sur une note positive parce que là on est en PLS. Allez, c'est ciao, c'est bonne nuit. Au revoir. On commence avec l'histoire de Michel. Michel explique que son histoire a lieu, comme celle d'après d'ailleurs, à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable et internet. Et mine de rien, internet et les téléphones portables, c'est bien cool pour quand il t'arrive une galère, pour quand tu tombes sur quelqu'un qui te veut du mal. Bref, à l'époque, Michel, c'est une jeune maman qui a la trentaine et elle emmène ses enfants chez le pédiatre. Elle met donc 2 de ses 3 enfants dans la voiture et elle fait 1 heure de route pour aller chez son pédiatre. C'était un cabinet assez nouveau, en gros, il venait de construire un bâtiment sur un nouvel embranchement de route. Donc c'était un endroit assez isolé. Ça sent pas bon, vous savez. En arrivant sur place, il y a déjà 4 ou 5 voitures sur le parking et Michel se gare sur la place la plus proche de la porte d'entrée du bâtiment. Elle détache ses 2 enfants de leur siège auto et elle les emmène du coup dans le bâtiment et puis elle va attendre à peu près 1 heure avant qu'enfin le médecin vienne la chercher. On arrive à la fin de la consultation, Michel paye, tout se passe très bien et elle retourne à sa voiture. Et c'est là que les emmerdes commencent. Michel installe ses 2 enfants dans la voiture, elle s'assoit sur le siège du conducteur, elle tourne la clé de la voiture sauf que la voiture démarre pas. Dans cette situation, soit t'es mécanicien et tu résous le problème toi-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel, soit tu sors ton portable et t'appelles un dépanneur, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel non plus, car rappelez-vous, c'était il y a des dizaines d'années et il n'y avait pas de téléphone portable. Elle va donc détacher ses 2 enfants et les reprendre avec elle pour retourner dans le bâtiment et emprunter le téléphone fixe du cabinet. Elle trouve le numéro d'un dépanneur, elle l'appelle, il lui explique qu'il a un truc à finir et qu'il sera pas là avant 1 heure mais qu'il va faire au plus vite. Michel lui donne l'adresse et puis elle retourne du coup dans sa voiture avec ses 2 enfants. Mais le temps passe et après un petit moment, toutes les lumières du bâtiment du médecin s'éteignent et tous les gens rejoignent leur voiture et quittent le parking. À tel point que la voiture de Michel se retrouve à être la dernière voiture garée sur ce parking. Pour passer le temps, elle essaye de trouver des petites activités dans la voiture, elle essaie de donner des collations à ses enfants, elle veille à ce qu'ils aient pas trop chaud, etc. Bref, une maman modèle. Et bonne nouvelle, le dépanneur arrive beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'après 40 minutes à peine après le coup de fil, une camionnette arrive sur le parking et un homme descend de la voiture, souriant à Michel, et soulève le capot. Elle va pouvoir rejoindre son domicile avec ses enfants, bref, elle est refaite. Mais Michel attend le moment où enfin le dépanneur va lui dire essayez de démarrer, mais ce moment n'arrive pas. Le gars est là, la tête dans son capot depuis plusieurs minutes, et il dit rien. À plusieurs reprises, le dépanneur propose à Michel de venir voir ce qu'il est en train de faire sous le capot pour qu'elle comprenne quel était le problème et qu'elle puisse régler ça elle-même la prochaine fois que ça lui arrive. Proposition que Michel refuse en souriant, en expliquant moi je suis pas mécanicien, je vais rien comprendre, si ça me réarrive, bah je rappellerai de nouveau un dépanneur. Après un moment, Michel elle réalise que le gars il a l'air frustré du fait qu'elle ne veuille pas sortir de la voiture pour aller voir ce qu'il fait sous le capot. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'un pick-up débarque sur le parking et se gare proche de la voiture de Michel. Et d'un coup, le gentil mec qui réparait la voiture de Michel ferme brusquement le capot, court vers sa camionnette, la démarre et se casse. Michel elle est confuse et elle est un peu angoissée, elle comprend pas trop ce qui vient de se passer. Pourquoi le dépanneur d'un coup l'abandonne, elle avec ses 2 enfants seuls sur un parking alors qu'il fait nuit. Le conducteur du pick-up ouvre sa portière, descend et s'approche de la voiture de Michel. Et la première chose qu'il va faire c'est s'excuser de son retard avant de pointer du doigt la route et lui demander qui était l'homme qui venait de partir si soudainement. Michel elle a une réaction marrante à ce moment-là, c'est elle est pas du tout dans le stress, elle est soulagée. Elle lui sourit et elle lui dit ah bah je croyais que c'était vous. Haha. Comment ça haha Michel? Comment ça? L'homme qui est en face de Michel, c'est le vrai dépanneur. Mais aucun des deux réalise la gravité de la chose à ce moment précis. Le vrai dépanneur va donc lever le capot de la voiture de Michel et commencer à inspecter le problème. Quelques secondes plus tard, Michel est tourné vers sa banquette arrière puisqu'elle est en train de s'occuper de ses enfants et le dépanneur se présente à sa fenêtre avec un objet dans sa main, une sorte de gros poignard. Elle lui demande donc mais pourquoi vous montrez ça, vous sortez ça d'où? Et le vrai dépanneur lui dit qu'il vient de trouver ça sous son capot. Les deux vont alors devenir un peu pâles et réaliser que cet objet n'était pas dans le bloc moteur avant que l'homme qui est venu quelques minutes plus tôt fasse semblant de réparer
démarrer la voiture de Michelle. Il lui dit alors, madame, je sais pas ce qui allait arriver ici, mais en tout cas je suis content d'être arrivé à temps avant que ça arrive. Puis le dépanneur retourne dans son pick-up pour le démarrer et fait signe à Michelle de démarrer aussi son véhicule. Et bingo, la voiture démarre. Michelle va alors payer la facture du dépanneur et sous les conseils de ce dernier, elle va une fois rentrée chez elle appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. La police va prendre soin d'écouter ce qu'elle a à leur dire et il lui explique qu'elle a eu beaucoup de chance, même si elle leur a proposé de leur ramener l'objet, il lui explique écoutez ce sera classé sans suite, donc prenez soin de vous, soyez vigilante et puis courage. Et en vrai effectivement il pouvait pas faire grand chose, mais donc Michelle a failli clairement se faire buter par un gars qui a prétendu être son dépanneur alors qu'il l'était pas. Et surtout, comment ce gars est arrivé au bon moment au bon endroit, c'est dingue. Bref, faites attention au dépanneur. Passons à l'histoire de Kenza, histoire qu'elle a appelée Crazy Ron. Cette histoire a eu lieu quand elle était enfant, elle avait 7 ans et c'était avant même l'arrivée d'internet. Kenza et sa mère venaient d'emménager dans une grande maison blanche en face d'une garderie. Elle explique que c'était la plus belle des maisons dans laquelle elle et sa mère avaient pu vivre, étant donné que sa mère avait toujours du mal à boucler les fins de mois et que son père poursuivait ses rêves d'artiste et versait une pension, mais une pension modeste parce qu'il avait très peu de moyens. À l'époque, Kenza elle est hyper contente parce qu'elle a tout le rez-de-chaussée de la maison pour elle. Sa mère, elle, a tout l'étage du dessus et Kenza elle est contente parce qu'elle habite vraiment en face de la garderie. Ce qui nous intéresse, c'est le voisin de gauche de Kenza, un monsieur qui s'appelle Ron. Ron, c'est un homme qui a la quarantaine, à savoir 10 ans de plus que la maman de Kenza. Bref, comment Kenza et sa mère ont rencontré Ron pour la première fois? Eh ben, un après-midi, après le retour de Kenza de la garderie, il est apparu dans la cour de leur maison. Et immédiatement, la mère de Kenza le trouve chelou. Ron avait l'air beaucoup trop content de vivre à côté d'une mère célibataire qui vit avec sa fille et qui est dans le besoin financièrement. Plus tard, la maman de Kenza expliquera même qu'elle pensait que Ron avait eu un coup de cœur sur elle et qu'en fait, il la séduisait quoi. Bref, Ron fait donc son apparition dans la cour de la maison et il vient pour offrir un cadeau à la maman de Kenza, un cadeau qui est un vieux médaillon. Avec à l'intérieur, une photo de Kenza. Ce médaillon il ressemble fortement à une antiquité et c'est plutôt logique puisque Ron il est antiquaire. La photo en revanche est très troublante puisqu'il s'agit d'une photo de Kenza qui n'a ni été prise par sa mère ni par elle-même. Ce qui veut donc dire que Ron a pris en photo Kenza avec à l'époque un 35 mm, il n'y avait pas d'appareil numérique, avant d'en mettre une dans ce fameux médaillon qu'il offre à la maman de Kenza. C'est creepy, il y a rien de normal, ok? La mère de Kenza dans un premier temps refuse fermement le cadeau en expliquant attends mec t'as pris des photos de ma fille à son insu pendant qu'elle jouait dans la cour, ça dégage. Sauf que Ron d'un coup devient extrêmement triste et il semble inconsolable. Du coup la maman de Kenza elle culpabilise et au final elle accepte le médaillon, à contre-cœur bien entendu mais elle l'accepte. Quelques semaines plus tard, Ron fait de nouveau son apparition dans la cour, il sonne au portail de Kenza et de sa maman et cette fois il vient leur offrir une chaîne stéréo et apparemment il leur offre un des modèles les plus chers qui existent. Comme pour la première fois, la maman de Kenza refuse le cadeau. Mais Ron la supplie d'accepter le cadeau et après plusieurs minutes de discussion, elle cède. Quelques jours plus tard, Ron sonne de nouveau chez elle et cette fois il vient leur offrir un appareil photo. Un appareil photo professionnel. Serait-ce l'appareil avec lequel il a pris des photos de Kenza? Cette fois-ci, la maman de Kenza en a marre, elle remet les pendules à l'heure et elle lui dit écoute ton appareil photo professionnel, j'en veux pas et maintenant c'est ciao. À partir de là, Ron n'est plus jamais allé sonner chez elle pour leur offrir des cadeaux. Le message de la maman de Kenza est donc passé. Mais par conséquent, la maman de Kenza, elle a un mauvais feeling. Elle sait pas de quoi est capable Ron et elle sait pas ce qu'il va faire pour combler le fait qu'il peut plus venir lui offrir des cadeaux. Du coup, elle est vachement sur ses gardes à chaque fois qu'elle rentre du travail et elle interdit à Kenza d'aller jouer dans la cour. Le temps passe et les parents de Kenza établissent un calendrier de visite puisqu'elle vit avec sa mère et désormais tous les samedis soirs elle va aller chez son père pour le voir et passer un moment avec lui. Le premier samedi soir se passe super bien jusqu'au lendemain quand son père la ramène chez sa mère et qu'il apprend que dans la nuit quelqu'un est rentré par effraction dans la maison de Kenza et sa maman. Et effectivement dans la nuit du samedi au dimanche la maman de Kenza est donc seule dans la maison à l'étage et elle entend quelqu'un rentrer au rez-de-chaussée et fouiller. Par réflexe elle a fermé à clé la porte qui permet d'accéder à l'étage et elle a attendu que l'intrus parte. Heureusement Kenza n'était pas là à ce moment-là parce que sinon elle serait tombée nez à nez avec cet intrus. Et elle a en plus pour habitude le samedi soir de profiter pleinement du système son que Ron leur a offert et de mettre la musique forte au rez-de-chaussée puisqu'il n'y a pas école le lendemain. Bref, nos trois amis sont donc allés voir la police et ils ont conseillé à la maman de Kenza d'acheter un chien et un fusil de chasse. C'est une autre époque hein. Kenza a donc parlé de l'incident avec son père et elle en est venue à lui parler de Ron. Et le père de Kenza c'est un gars qui a fait 15 ans de boxe, il a pas du tout peur des autres et il va suivre cette histoire de très près. Un certain temps s'écoule, environ 2 semaines, et Kenza remarque que quand elle va à l'école, Ron passe souvent l'après-midi près de la cour. Mais un jour, Ron s'arrête devant la clôture de la cour de la garderie, il propose à Kenza qu'ils aillent acheter une glace ensemble. Et heureusement, Kenza, même à cette époque, elle a été mise en garde à multiples reprises, et par ses parents, et par l'école, des signes qui montrent qu'un adulte ne te veut pas du bien, le coup du « allez viens, on va acheter une glace », bref, toutes ces phrases bateau, elle les connaît, on lui a expliqué, et du coup, à ce moment-là, face à Ron, elle a un déclic, et elle comprend que Ron n'est pas juste un inconnu un peu sympa et bizarre, elle comprend qu'il a des idées derrière la tête. D'un coup, elle est très mal à l'aise, et elle s'éloigne de la clôture en disant à Ron « désolé,
je dois partir. Et elle s'en va. La récréation se termine, Kenza retourne en cours, et environ 1 heure après, elle est appelée à se rendre dans le bureau du directeur de l'école. Ce qui a bien sûr pour effet de la terrifier. Elle y est jamais allée avant, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, donc elle se met à stresser, et en arrivant dans le bureau du directeur, elle voit que son père et sa mère sont là. Kenza comprend que si sa mère et son père ont dû rentrer du travail pour aller à l'école dans le bureau du directeur, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est assez simple. Ron est allé dans le bureau du directeur, déclarant qu'il était le père de Kenza, et qu'il venait la chercher parce qu'ils allaient déménager dans un autre état. Rien que ça. Et ce qui a fait foirer le plan de Ron, c'est que le papa de Kenza était très pote avec un autre artiste qui se trouvait être le petit ami de la professeure d'école de Kenza. Donc la professeure savait à quoi ressemblait le vrai père de Kenza. Ils ont donc fait attendre Ron en lui disant ok, Kenza va venir, elle range ses affaires, elle dit au revoir à ses camarades. Sauf qu'en fait ils ont appelé la police. Et c'est pas Kenza qui est arrivé dans le bureau, c'est les flics. Au moment où Kenza est dans le bureau avec ses parents, Ron a déjà été embarqué du coup par la police. Malgré tout, le père de Kenza veut prendre zéro risque et donc Kenza va aller vivre chez son père pendant plusieurs semaines au cas où Ron ne serait pas encore derrière les barreaux. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'apparemment Ron vivait avec sa mère qui est décédée quelques mois avant ces événements et donc il s'est retrouvé seul dans cette maison. Il a grandi dans un climat pas du tout sain, il avait apparemment un retard de croissance psychosexuelle, bref, il comptait kidnapper Kenza et partir, on ne sait pas où, mais partir avec elle et abandonner cette maison derrière lui. Le plus flippant dans cette histoire, c'est qu'en fait, Kenza et sa maman s'étaient trompés, sa mère n'était pas du tout la cible de Ron. Ron voulait simplement avoir des bons liens avec la maman de Kenza pour pouvoir la duper plus facilement et accéder à Kenza. C'était juste un moyen de contourner ce qui l'empêchait d'atteindre Kenza. Voilà, donc il est rien arrivé à Kenza, mais à l'époque c'était un truc qui était assez fréquent en fait, les kidnappings, beaucoup plus que maintenant, il y avait beaucoup moins de moyens, la loi encadrait beaucoup moins ça, c'était beaucoup plus dur de trouver des preuves, etc. Bref, on est quand même à une époque cool où tout ça, ça a bien avancé. Alors il y a plein de gars qui s'en sortent et qui restent impunis, mais on n'est pas non plus au stade où on était dans les années 80 où c'était vraiment chaud quoi. Si vous avez des petits frères, des petites nièces, des petits neveux, bref des jeunes dans votre famille, n'hésitez pas à leur rappeler, quand un adulte te propose des bonbons, ça dégage. Quand il veut que tu montes dans sa voiture, ça dégage. J'en avais parlé dans une vidéo anecdote, mais moi ça m'a vraiment sauvé la vie que ma mère elle me parle de ça quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment failli être kidnappé quoi. Il y a un gars qui avait ouvert sa portière et qui m'avait dit salut mon petit, viens, j'ai plein de bonbons dans la voiture, monte dans la voiture. Ça m'est arrivé quoi. Bref, dernière histoire, celle de Sacha. Son histoire est beaucoup plus courte, rassurez-vous, mais elle est horrible. Voilà, c'est arrivé 15 ans avant qu'il la raconte, à une époque où il vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée. Sacha avait 15 ans à ce moment-là, et à l'inverse de Kenza, il vivait non pas avec sa mère, mais avec son père. Et du coup, il allait un week-end sur deux chez sa maman. Ce jour-là, il est minuit 30, la maman de Sacha dort dans sa chambre, lui, il est dans le salon devant la télé, et dans le salon, il y a deux fenêtres qui donnent sur la route qui se trouvent à quelques mètres de la maison. Sacha, il est dans son meilleur pyjama, il est posé devant la télé, et du coin de l'œil, il voit qu'il y a un mouvement dans l'une des deux fenêtres. Il regarde alors à travers cette fenêtre, et ce qu'il voit, c'est tout simplement le visage d'un mec collé à la fenêtre qui le fixe avec un grand sourire. Sacha est paralysé de peur. Pendant 20 secondes, il ne bouge pas. Il se regarde dans les yeux avec ce mec qui est là, juste de l'autre côté de sa fenêtre du salon. Et d'un coup, il part en courant du canapé direction la chambre de sa mère pour l'avertir qu'il y a un homme de l'autre côté de la maison qui le regarde. Au moment où sa maman comprend ce que Sacha essaie de lui dire dans la panique, ils entendent tous les deux quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Tous deux restent alors immobiles, pétrifiés de peur, sous les bruits de cette porte que quelqu'un essaie désespérément d'ouvrir. Et après plusieurs secondes, ça s'arrête. Sacha et sa mère se regardent dans les yeux, et d'un coup sa mère comprend quelque chose, et elle dit à Sacha, la porte de derrière. La porte de derrière était tout le temps ouverte et du coup la maman de Sacha part en courant vers cette porte pour la fermer à double tour. Elle retourne ensuite dans sa chambre récupérer une batte de baseball qu'elle a mise sous son lit en cas de danger comme là. Puis elle rejoint Sacha, elle lui ordonne d'appeler immédiatement la police et elle se met face à la porte arrière, la batte de baseball en l'air. Sacha explique à la police au téléphone en chuchotant que quelqu'un essaie de rentrer chez lui. Il donne à la police son adresse et puis il rejoint sa maman face à la porte. Après quelques secondes, une ombre s'approche de la porte et quelqu'un essaie de l'ouvrir en appuyant frénétiquement sur la poignée. Cette personne va même donner des coups de pied dans la porte et hurler de rage. C'est à ce moment-là que la mère de Sacha décide de lui mettre un coup de pression en lui expliquant qu'elle a une batte de baseball et que si ce gars ose rentrer chez elle, elle va le frapper à mort. Immédiatement, la personne de l'autre côté de la porte va arrêter de la ruer de coups. Il va ensuite se retourner et s'enfuir et Sacha et sa mère vont rester face à la porte pendant 20 bonnes minutes, toujours la batte de baseball en l'air, le temps que la police arrive. En arrivant sur les lieux, la police constate qu'effectivement, les fleurs qui entourent la maison ont été piétinées. Ils vont demander à Sacha, qui est la seule personne à avoir vu le visage de l'homme, de le leur décrire pour qu'il puisse établir peut-être un portrait robot et entamer des recherches, mais malheureusement leurs recherches vont rien donner et Sacha et la police et la maman de Sacha n'ont plus jamais entendu parler de ce mec. Un an plus tard, sa mère a emménagé ailleurs par peur que ce gars revienne et Sacha lui vit carrément dans un autre pays avec sa femme. Alors c'est pas lié à cet incident, hein, c'est juste les aléas de la vie, mais voilà, ça les a bien marqués et c'est ça en fait qui est ouf avec ces histoires là, c'est que même si la personne s'en sort et qu'il ne lui arrive rien, elle développe des réflexes et des peurs qu'elle n'avait pas avant et souvent ça lui pourrit la vie et ça les amène à emménager ailleurs en fait. Et bien voilà, c'est la fin de nos 3 histoires, bien badant. Moi ce truc de kidnapping ça me touche vraiment parce que c'est beaucoup plus fréquent
fréquent qu'on ne le pense. Bah comme je vous ai dit, moi ça a failli m'arriver, donc ça me, mine de rien, ça m'a un peu trauma aussi. Et du coup là, c'est vraiment horrible quoi. Ce procédé pareil, le gars qui se fait passer pour un dépanneur, mais en plus le gars est arrivé au bon moment, au bon endroit, c'est horrible. Et puis toujours ces histoires d'intrusion, enfin c'est fou quoi. Moi je suis bien content d'être dans un étage élevé quoi. Franchement, tous ceux qui vivent en rez-de-chaussée là ou en maison et qui regardent les threads d'horreur, mais bonne chance. Celle de la première histoire, à savoir l'histoire de Gustave. C'est parti. L'histoire s'est produite il y a 20 ans au moment où Gustave la raconte et ça reste l'un des événements qui l'a le plus traumatisé de sa vie. On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qu'ils voient pas souvent. Et c'est la première fois que Samia les rencontre et vous savez quoi? Ça se passe super bien. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Ils précisent d'ailleurs qu'au moment où ils partent de la soirée, Samia a bu, pas mal, contrairement à Gustave et que donc c'est Gustave qui va conduire. Et ce détail a son importance. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route, Gustave enfonce la pédale de frein au maximum et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal et plus particulièrement un coyote, étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling et il sait pas pourquoi, mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture située à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Tout simplement. Gustave, comme Samia, est figé, il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot. Ils sont complètement choqués. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et ben cette chose qui était en fait un mec à poil avec une machette est revenue sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu puisqu'il était derrière lui. Samia du coin de l'œil a vu du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté, Gustave est revenu à la voiture et puis du coup l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. Et vous connaissez la suite, Gustave et Samia appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre, la police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, c'est l'embuscade. Dans les gens malveillants qui tentent des pièges dans le but de voler ou de faire du mal ou de kidnapper ou bref, il y en a pas mal qui se font passer pour des victimes, qui se font passer pour des gens qui ont besoin d'aide. Et comme il y a pas mal d'humains qui sont empathiques, contrairement à ce qu'on peut croire, bah souvent les gens s'arrêtent et du coup ils décident de se mettre eux en danger, de s'exposer pour aller aider. Et il y a des tas d'histoires comme ça terribles et moi ça m'a toujours fait bader même de voir des autostoppeurs, c'est horrible mais j'ai peur. En même temps, les gars, après 25 traits d'horreur, je vous jure, on n'est plus pareil. Soyons honnêtes, on n'est plus pareil. Voilà pour ma première histoire. Alors, continuez d'aider les gens, l'entraide c'est bien, mais méfiez-vous. Attention, toujours, voilà. Oh là là, je fais passer les messages, je les maîtrise pas là, les messages que je fais passer. Deuxième histoire. Jack est livreur de pizza et l'histoire qu'il raconte s'est passée il y a seulement quelques semaines. Cette nuit-là, Jack, il a énormément de livraisons, beaucoup de gens commandent des pizzas. Dans la région, il fait très chaud et donc Jack boit énormément d'eau. Le problème, c'est qu'il arrête pas de livrer des pizzas, il a pas le temps de faire de pause et du coup, il a l'envie d'uriner qui monte et au bout d'un moment, il en peut plus. Il est en pleine livraison de pizza et heureusement, là où il doit livrer la pizza, c'est pas très loin de là où il est. Il arrive alors à l'adresse et il se tient devant une maison. Et là, Jack, il sait qu'il y a un truc qui va pas. L'adresse à laquelle il se
trouve est dans une zone qu'il connaît assez bien puisqu'il y a fait énormément de livraisons de pizza. Et c'est la première fois qu'il arrive à une adresse et que la maison devant laquelle il tombe est complètement dans le noir. Pas une lumière allumée, pas un reflet de télévision et pas un bruit. Rien. Quoi qu'il en soit, il est 23h, Jack il est au volant de sa voiture, la pizza est sur la banquette arrière et il a pas envie de descendre de sa voiture pour aller toquer à une maison plongée dans le noir sans être certain qu'il est à la bonne adresse et que le client est bien dans la maison. Il prend alors son téléphone et il décide d'appeler le numéro fourni par le client. Coup de chance, ça décroche en face et il tombe sur une fille essoufflée qui lui dit oui. Il lui dit alors hey, c'est pour la pizza, je suis devant la maison mais il y a personne. Et la fille au bout du téléphone lui explique qu'elle est pas à la maison. Elle lui explique qu'elle a été plongée dans le taf et qu'elle a pas vu l'heure passer et que d'un coup elle a réalisé que le livreur allait arriver chez elle avant qu'elle y soit et que c'est pour ça qu'elle est essoufflée, c'est qu'elle est en train de sprinter en ce moment même pendant ce coup de fil pour arriver chez elle. Jack, cet homme incroyable, malgré son énorme envie de pisser, se dit bon, je vais l'attendre. Mais après avoir raccroché, Jack, il cherche des yeux comme ça, un endroit pour uriner. Il en peut plus, il a pas perdu de l'esprit son vrai objectif. Il analyse les environs et il voit que contre le mur de la maison de la fille à qui il doit livrer la pizza, il y a un petit arbuste. Parfait pour se cacher derrière et uriner. Et en plus de ça, la maison est vide puisque la propriétaire est en train de rentrer en courant chez elle pour choper sa pizza. Et puis il se dit aussi, bon, les animaux ils font pipi tout le temps dehors, les humains bah c'est des animaux, ça passe. Et oui, c'est le moment où on réalise tous que quand on a très fort envie d'uriner, bah on est débile, on est fêlé, on devient fou. Il commence alors à uriner et après plusieurs secondes, Jack il entend quelqu'un dire « C'est quoi ce bordel ?» Il pense alors que le pire est arrivé, que des voisins l'ont vu. Il se retourne en pensant qu'il s'apprête à vivre le moment le plus humiliant de toute sa vie. Et en tournant la tête, il voit quelqu'un se lever et partir en courant. Quoi ? Jack, il comprend rien à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ce gars foutait là? Il allume le flash de son téléphone, il check aux alentours, il check derrière les buissons, dans les buissons, et il tombe sur un sac. Il ouvre alors le sac et, à sa grande surprise, dans le sac se trouve un couteau, un rouleau de ruban adhésif et une bouteille remplie de pilules. Jack a la confirmation que la personne qui se trouvait là quelques minutes plus tôt avait bel et bien de très mauvaises intentions, et il fait le sprint de sa vie en direction de sa voiture, il démarre, et il fait comme Gustave dans l'histoire d'avant, il se casse. Réalisant qu'il est complètement en panique et en état de choc, il appelle la police. Il essaie tant bien que mal de leur expliquer tout ce qui vient de se passer, mais il est complètement choqué. La police comprend la moitié de ce qu'il dit. Ils lui disent donc de rester en ligne avec eux au téléphone, de ne plus bouger, de rester dans sa voiture les portières verrouillées. Et puis d'un coup, double appel, la cliente appelle Jack. Jack, ne pouvant pas décrocher puisqu'il est en ligne avec la police, il reçoit alors un SMS de la cliente qui lui dit qu'elle est devant sa maison, mais qu'elle le voit pas. Il décide alors de foncer vers la maison, parce qu'il a vraiment peur que le gars soit revenu et fasse du mal à la cliente. En arrivant sur les lieux, Jack aperçoit la femme et il lui fait des appels de phare pour qu'elle vienne jusqu'à sa voiture. Et il lui dit, écoute, il y avait un mec caché dans tes buissons, je suis au téléphone avec la police, s'il te plaît monte dans la voiture, comme ça on verrouille les portes et on est tous les deux en sécurité. Elle voit qu'il est bel et bien en ligne avec le 911, donc la police. Elle monte alors à l'arrière de la voiture et Jack, il est putain de soulagé. Quelques minutes plus tard, la police les retrouve et Jack il réalise aussi quelque chose à ce moment-là, c'est que comment ça se fait que cette fille soit tout de suite entrée dans ma voiture alors que je suis juste un inconnu qui livre des pizzas? Elle m'a tout de suite fait confiance. Et ben en fait, c'est parce que quand il lui a dit qu'il était tombé sur un mec caché dans ses buissons avec un sac et un couteau, elle a tout de suite compris qu'il s'agissait à 99% sûr de son ex-petite amie. En fait, elle avait déjà vécu des trucs horribles avec son ex-petite amie qui est complètement psychotique. Et donc, elle en a tout de suite déduit que c'était lui, surtout qui correspondait totalement à la description qu'on a fait de Jack. Et truc amusant, c'est que quelques jours plus tard, elle a appelé la pizzeria pour leur demander si elle pouvait leur laisser un énorme pourboire parce qu'il lui a quand même probablement sauvé la vie. Et évidemment, Jack, ce gros beau gosse, a refusé, évidemment. Et Jack a maintenant toujours une bouteille vide dans sa voiture, toujours. Bref, j'espère que vous aussi un jour vous aurez envie d'uriner au point de sauver la vie de quelqu'un. Tout simplement. Bref, il est temps de passer à la dernière histoire, celle de Paola. L'histoire que nous raconte Paola s'est passée il y a 2 ans, en 2018, et à cette époque-là, elle vivait en Belgique chez ses parents. Elle précise que ses parents et ses frères et sœurs sont très occupés, c'est-à-dire qu'ils ont beau vivre sous le même toit, tout le monde est toujours dans son coin occupé à faire quelque chose. Et en plus de ça, tout le monde a un emploi du temps et un rythme de vie très différent. Pourquoi elle dit ça? Juste pour nous faire comprendre qu'en gros, elle sait jamais vraiment trop qui est à la maison et qui ne l'est pas. Un soir d'école, Paola se réveille parce qu'il y a un bruit dans sa chambre. Elle est un peu surprise, elle regarde son téléphone et il est 3h du matin. Il y a un lampadaire qui éclaire juste devant sa fenêtre, donc même si toutes les lumières sont éteintes, elle voit légèrement ce qu'il y a dans sa chambre. Elle a la tête dans le cul, mais elle distingue la silhouette de son frère aîné. Elle lui demande alors ce qu'il fout dans sa chambre à 3h du mat, mais il lui répond pas. Il se met alors à marcher vers ses bijoux, et elle répète sa question, mec, qu'est-ce que tu fous? Et encore une fois, son frère lui répond pas. Là, Paola commence un peu à s'énerver parce qu'il est 3h du matin et qu'elle a cours le lendemain, elle a pas envie d'être crevée. Alors elle hausse le ton et elle lui dit, Jopé, s'il te plaît, fous-moi la paix, demain j'ai cours. Jopé étant le prénom de son frère aîné. Jopé la regarde sans dire un mot
et marche vers son sac à main. Il commence à regarder ce qu'il y a dedans et à en sortir des choses. C'est le truc de trop, Paola est vraiment saoulée, alors elle décide de se lever de son lit, de s'avancer vers lui en lui demandant de plus en plus fort ce qu'il est en train de foutre, et puis elle le pousse vers la porte. Et avant d'atteindre la porte, Jope lui dit « Où est l'argent ? Où est l'argent ?» avec un accent qui n'est pas celui de Jope. Et là, Paola, elle rit. Elle lui dit « Jope, je sais pas si t'es bourré ou si t'es juste con, mais s'il te plaît, sors, je dois dormir. » Et enfin, ils atteignent la porte, elle le fout sur le palier, et elle ferme la porte avant de retourner dans son lit. Et une fois dans son lit, Paola, elle commence à se sentir bizarre. Elle est nerveuse, elle a un peu peur, et elle commence à repenser à tout ce qui vient de se passer. Et il y a des détails qui lui viennent à l'esprit, par exemple le fait qu'il sentait la cigarette là, l'homme. Sauf que Jope, son frère, ne fume pas. Pour être sûre, elle prend son téléphone, et elle envoie un message à Jope, elle lui demande où il est. Jope lui répond, et lui explique qu'il vient de quitter la salle de sport et qui sera à la maison dans quelques minutes. Mais alors qui était dans la chambre? Paola comprend ce qui vient de se passer, elle se met à pleurer, elle appelle tout de suite son frère et lui explique tout ce qui vient de se passer. Jope lui dit de rester dans sa chambre et d'appeler la police et il lui explique qu'il sera là dans quelques secondes parce qu'il tape le sprint de sa vie. 2 minutes plus tard, Paola entend son frère crier des insultes et dire au gars de sortir. Sa chambre étant à l'étage, elle sort de cette dernière et se retrouve dans le couloir et son père qui dormait en bas dans le canapé s'est immédiatement levé sous les cris de son fils et en se dirigeant vers les cris, il voit Jope en train de courir après un mec. Le mec réussit à s'échapper mais Jope réussit à lui prendre son sac à dos. La famille, en état de choc, décide d'immédiatement appeler la police qui se rend très rapidement à la maison. Et la police demande donc à la famille de leur dire tout ce qu'ils ont vu de manière à avoir le plus d'informations possible pour identifier au plus vite les intrus. Paola leur décrit alors les vêtements que portait le mec qu'elle a vu dans sa chambre, vêtements qu'elle a pu distinguer grâce à la lumière du lampadaire qui se trouvait en face de sa fenêtre. Je crois que c'est le seul moment où c'est cool d'avoir un lampadaire devant ta fenêtre, je crois. Le mec avait un pantalon noir et un sweat à capuche vert. Mais la policière a l'air étonnée et lui dit attendez, vous êtes sûr qu'il était vert? Parce que votre frère m'a dit qu'il était gris clair le sweat. Et c'est là qu'ils ont tous compris qu'il y avait non pas un intrus, mais 2 intrus. Les 2 intrus sont partis avec quelques iPads, téléphones et portefeuilles, mais le plus gros a été récupéré, y compris tous les bijoux, parce qu'il se trouvait dans le sac à dos que Jope a réussi à choper au moment de la fuite de l'intrus. Paola et Jope réalisent que sur leur iPad et téléphone, ils avaient installé l'appli Find My. Ils y croient pas trop, mais ils se disent putain, ça se trouve, on va pouvoir localiser nos appareils et donc le ravisseur grâce à cette application. On sait jamais s'ils pensent pas à la désactiver. Et surprise, l'appareil est localisé. Jope et son père sautent dans une voiture pour se rendre sur les lieux de la localisation, et une fois arrivés sur les lieux, ils rentrent pas dans la maison, ils attendent l'arrivée de la police. La police entre alors dans la maison où est repéré l'iPad et tombe sur un mec. Un mec qui pleure et qui est couvert de sa propre pisse et vomi. Dans cette maison se trouve tout ce qui a été dérobé quelques jours plus tôt dans la maison de Paola et la police arrête l'homme. Il a avoué que c'est lui qui avait fait ça et il a expliqué qu'il était drogué et que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait quelque chose comme ça et qu'il regrettait. Et Jope le reconnaît, c'était le gars après qui il a couru et dont il a réussi à récupérer le sac. Et du coup Paola elle est soulagée mais d'un autre côté pas trop puisqu'elle se dit le mec qui était dans ma chambre on l'a pas retrouvé encore. Souvenez-vous à chaque fois la police généralement elle trouve rien ou alors le gars est arrêté mais on n'a pas de news. Et ben figurez-vous que le deuxième intrus, celui qui s'était rendu dans la chambre de Paola, a été retrouvé 2 ans plus tard. En revanche, contrairement à l'autre qui était juste un drogué et qui avait pas du tout de casier judiciaire, qui avait jamais été condamné à quoi que ce soit, lui était apparemment un habitué et il avait déjà été condamné plusieurs fois pour entre autres vol, conduite en état d'ébriété et surtout tentative d'homicide. Du coup Paola rassurée mais pas trop non plus. Quand même, il y a quand même ce truc de oh il a voulu buter un mec le gars qui est dans ma chambre, oh là. Eh bien chers amis, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. C'était le thread d'horreur de la rentrée. Il est 1h50 du matin au moment où je tourne cette vidéo. Ah j'étais bien dans l'ambiance là. Putain j'aimerais en raconter 10 de plus. Ça n'arrivera jamais. Allez on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos avec des trucs plus joyeux. On a besoin là je crois. Portez-vous merveilleusement bien et évitez d'uriner entre 2 buissons quoi. Sauf s'il y a un gars avec une capuche qui est là mais évitez. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette fameuse vidéo thread d'horreur à plusieurs. Comment allez-vous? Ça va. Pour l'instant ça va. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais raconter des histoires et c'est pas des témoignages que j'ai lus sur internet, c'est des histoires que vous avez vécues. Alice, Clara et Sofiane ont vécu plusieurs trucs dans leur vie creepy. Ils vont raconter le truc le plus creepy. À vos yeux, vous avez vécu c'était le truc le plus creepy? Ouais. Ouais, proche, ouais. Ah, t'as vécu plusieurs trucs creepy, c'est Ah ouais. horrible. Ah Et bah, toi? moi c'est le seul. C'est l'unique. C'est l'unique. Je ne connais pas les histoires. J'ai entendu parler à une époque de cette Alice, mais j'ai hâte de la découvrir en détail. On tente aujourd'hui, j'avais envie de faire évoluer le format, qu'on teste avec des invités. Et surtout, je suis content parce que pour une fois, après avoir entendu l'histoire, je vais pouvoir poser des questions, réagir et Ouais, tout. tu vas être spectateur là pour une fois. Voilà, exactement. Et ce que je ne peux Non. pas faire, habituellement, je peux pas poser des questions aux personnes puisque c'est des trucs qu'ils ont postés il y a 2 ou 3 ans sur Reddit. Là, croyez-moi, vous allez vous manger un tas de questions tous les trois. Et vous Oh là allez là. répondre à tout, ok? Allez, Allez, le mode horreur, Oh là là. Alice,
Tu es la première, c'est parti pour l'histoire de Alice, vraie histoire qu'elle a vécue. Et attendez, pour rassurer les gens, on lève la main solennellement et on dit je ne dirai que des choses vraies que j'ai vécues. Vraies que j'ai vécues. Oui, voilà, très bien, ça compte. C'est parti. Ok, il y a un an, l'été, c'était la canicule. J'étais allée faire un barbecue en banlieue. Du coup, je suis rentrée tard, relativement tard chez moi, vers 2h du matin. Je vivais avec ma coloc Pauline, qui m'avait pas vu rentrer. 1 heure plus tard, 4h du matin, il y a Pauline qui me toque à ma porte et qui me réveille avec une phrase incroyable qui me dit « Il y a un homme dans la maison ». Juste ça. Quand on te réveille à 4h comme ça, enfin, t'es pas lucide, tu comprends pas, enfin, t'es dans les vapes, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'elle me faisait une blague un peu en mode, il y a un homme dans la maison, en mode, c'est qui l'homme dans la maison, ou je sais pas, je pensais qu'elle parlait de son mec, enfin, je comprends pas du tout de quoi elle me parle. Et je lui dis, mais non, il y a personne, enfin. Elle me dit, mais si, là, il y a un homme dans la maison à côté de moi. Et en fait, en gros, moi, dans ma... Pause. On peut vraiment pas réagir, non? Non, mais c'est les règles, frérot. Et elle me dit, mais tu l'entends pas, tu le vois pas, enfin, il est à côté de moi. Elle commence à devenir folle en mode, mais dis-moi que tu vois l'homme qui est là, devant ma tête, tu vois. Et là, effectivement, j'entends un mec qui parle d'un parfait anglais. Donc je sais que déjà ce n'est... Il est vraiment mec. Je pensais que c'était le mec de Pauline, il y avait que lui qui pouvait être là, et je sais qu'il ne parle pas du tout anglais. Je comprends pas, tu vois, et tellement décontracté, le mec dit juste « Guys, I'm just looking for the keys to get out ». Parce que tu peux pas sortir de chez moi sans clé, parce qu'il n'y a pas de poignée en fait. Genre juste il me demande comme ça, où sont tes clés quoi? Où sont tes clés? J'aimerais sortir. Donc le mec prend les clés, il sort comme ça, il descend, mais vraiment, mais enfin dimanche quoi. Et du coup, je crie à Pauline, mais poursuis-le, parce que moi j'étais pas habillée, je pouvais pas me lever là comme ça, j'allais prendre trop de temps. Je lui dis, mais poursuis-le, genre demande-lui qui c'est. Et c'était quand même assez drôle parce que j'entendais Pauline en mode Who are you? Genre dans les escaliers. Et juste, le mec se retourne, très décontracté, lui sourit et lui dit, Don't worry. Juste ça. Et ce mec, c'est ni un pote à toi, C'est rien, ni genre, un c'est un pote mec. à elle, et il est dans l'appart là, On sait pas en que pleine c'est- nuit on sait et pas il vous que dit c'est- non mais juste les clés, je vais m'en aller. Voilà, je cherche juste à sortir. Et donc en gros, donc, là, deuxième segment, donc Pauline remonte les escaliers et je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, comment il est rentré? Et elle me dit, par la fenêtre. Il faut savoir que j'habitais au 2e étage et c'est vraiment très très haut et enfin c'est un pro, tu vois, c'est un peu un ninja, enfin je sais pas. Peut-être pas la comment première fois qu'il fait ça quoi. bah complètement. En gros, elle pensait que c'était moi qui était rentré un peu bourré ou je sais pas quoi et on se fait vraiment fréquemment des blagues. Et du coup, élément important, pour rire, elle dit hi bitch, enfin en pensant que c'est moi. Elle ouvre la porte en disant hi bitch et là elle tombe sur un mec de dos. Là il commence à répondre en anglais parce qu'il a cru qu'elle était anglaise parce qu'elle a dit hi bitch. Enfin il y a eu un... C'est génial du coup. Là il s'est accroché à une branche. Et le mec, au début, il lui dit I'm looking for a place to sleep. Après, il lui dit I'm just trying to get out, encore, tu sais. Il lui dit des trucs contradictoires et elle continue de lui dire mais t'es qui? Et il répond pas. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il avait pas tout à fait le profil du mec qui te faisait flipper dans le sens où il avait notre âge, en fait. Et Ah bon? propre sur lui et tout, bien. Bien habillé, Ah bon? genre un peu stylé. Ça c'est. Non mais ça Non, c'est mais de la drogue, Ça, drogue. c'est ouf, ça, c'est ouf. Drogue. Drogue, direct. Tu crois? Ta Non, mais- pote, elle a cru au début que c'était un pote à toi peut-être. C'est ça. Oui, Elle en s'est plus, dit ok, en elle est plus. rentrée avec un mec. Du coup, moi, premier réflexe, genre j'appelle les flics et au bout de 2 secondes, je vois en fait la lumière bleue genre à ma fenêtre. Je me dis, ils sont déjà là. Enfin, trop bizarre. Enfin, comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Enfin, il s'est passé 30 secondes quoi. Et je vois qu'ils ont attrapé le mec et qu'il y a déjà une voiture, il y a déjà des gens rassemblés en bas et tout. Je me dis, Quoi très efficace quand même. C'est mieux que tout ce que j'ai lu Non, mais attends, sur attends. Reddit. Et en gros, on descend, il y a une entreprise de vigile, très pratique. Et en gros, le vigile raconte qu'il a vu le mec en fait monter Monter. chez nous et que du coup il l'a cramé direct et qu'il lui a dit descends, etc. Le truc important dans cette histoire à comprendre, c'est que quand le mec est arrivé chez nous, il s'était déjà fait cramer. Et c'est pour ça qu'il voulait sortir. Ah. C'est qu'en fait, tu vois, D'accord, ok, Il devait être putain. à ça de la fenêtre, il était comme ça en mode trop pas, je vais chez ma cousine. Et du c'est coup, dit le il- meilleur moyen de s'enfuir c'était de Bah, rentrer et de sortir par enfin chez lui. voilà, et en fait, le truc c'est qu'est-ce qui se serait passé Si le il avait vigile pas n'avait été pas vu. vu. Ah, c'est Waouh. c'est la question qui revient dans toutes les Et- putains et voilà. d'histoires C'est d'horreur. horrible. Bon, d'expérience, moi qui ai lu et les gens qui ont écouté beaucoup d'histoires comme ça, Ouais. soit ils venaient pour te mater dormir, ce qui est zarbe, hein, mais Mm. c'est une vraie passion Mm. chez des Ouais. gens, soit ils venaient pour faire des choses horribles dont Bah, je ne vais pas ouais. parler. J'ai un petit détail, si tu veux, niveau profiling de comment ce mec était. Ok. Enfin, du coup, on a eu accès à son sac à dos pour vérifier que qu'il avait rien volé, si tu veux. Et genre, enfin, c'est con, mais dans son sac à dos, c'était tellement bien rangé. En mode le Tupperware pour midi. Non, mais ça, c'est pas normal. Ah là là, là, c'est c'est pas vraiment Jean-Michel les cours, sympa plus quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que les flics d'ailleurs nous disaient il a pas le profil, il a pas le profil. Enfin, ils ont Mm. eu du mal à penser vraiment que ce mec pouvait être à comprendre mauvais. que ses intentions étaient Oui, ouais, pas enfin eux très ils bonnes, quoi. croyaient vraiment ces espèces de tissus de mensonges alors que pour nous c'était évident que c'était justement un mec un peu double face. Ce qui est notable, c'est que dans ce que tu dis, il y a plein de points communs avec beaucoup d'autres témoignages. En fait, souvent, c'est ça qui est horrible avec les gens qui vivent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments
moments où ils sont zéro pris au sérieux par Ouais. les gens censés t'aider là-dedans, censés C'est faire ça, ce qu'il le faut, pire, ouais. censés rappeler à l'ordre l'autre pour plus jamais qu'il refasse ça. Parce que même si vous avez rien eu physiquement, le préjudice moral, il est énorme. Bon. Très bien raconté, incroyable. Waouh. c'est Ah, donc badant. tout ce que je dis dans les threads, ça arrive pour de vrai? Oui, c'est ça, vrai, c'est ça. Attends, je pense à plein de trucs là. Je me dis si le mec regarde cette vidéo là. Ouais. Ah, mais c'est possible. Crois-moi. Dans les commentaires, hein, it was me. Don't worry. Don't worry. Clara, je crois que c'est ton tour. Alors c'est pas du tout le même truc. Moi c'est un truc un peu plus fou, au sens où il y a vraiment de la folie dans l'histoire. Une histoire qui est arrivée il y a quelques années, plus spécifiquement à mon père. Ce qu'il faut savoir c'est que mon père, donc il a un cabinet médical qui est au rez-de-chaussée d'une maison, dont la porte est ouverte du coup quand le cabinet est ouvert. La porte d'entrée tu rentres comme tu veux, sauf qu'en vrai personne fermait la porte puisque voilà il y a que ma cousine, ses 3 enfants et son mari qui vivaient au 2e étage. Et donc du coup un jour, elle Oh là là. Je veux savoir là. Je suis à fond dedans là, j'ai tout. Ah ouais, de ouf. Là j'ai le plan et tout, Ah, direct dans ma tête, je suis au taquet. Bref, donc un jour, ma cousine prend sa petite bassine de linge pour faire la lessive de ses enfants au premier étage, et puis entre temps, elle descend vers la secrétaire, elle lui dit bonjour, blablabla, elle discute, nanana. Puis elle remonte pour aller dans la lingerie, et puis là, elle capte que dans l'appartement, il y a plein de trucs qui ont changé. Pas chez elle, mais au premier. Il y a plein de trucs qui ont changé, des trucs super chelous. Genre les photos de famille sont face contre terre, enfin face contre meuble. Les photos de mon père, elles, sont toujours droites, y compris celles de mon grand frère qui ressemble beaucoup à mon père. Et en plus de ça, il y a des photos d'une meuf. Genre d'une meuf. Qui se sont ajoutés aux autres Qui photos. sont ajoutées aux autres photos. Et de là, ma cousine, elle se dit, il y a un truc chelou, cette meuf, elle me dit quelque chose. Et il y a du linge d'enfant étendu partout dans l'appartement. Alors ouais. personne ne vivait dedans. Enfin, Personne ne vivait dedans. Attends, c'est quoi au premier étage, rappelle-moi? Premier étage, c'est un appart genre vide. En fait, en gros, c'était une grande maison de maître et du coup, les 2 étages du dessus, ça a été transformé en appart. Ok, Ma cousine, elle vit tout en haut et au premier, il y avait personne à ce moment-là. ok. Donc elle se dit, ok, je vais faire le tour de la maison. Donc elle regarde dans chaque pièce, la cuisine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle va dans le salon et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une meuf qui est assise dans un fauteuil à l'opposé de la pièce. Genre, comme ça, le regard vide. Donc elle essaie de lui parler, tu vois, parce que pareil, tu sais que tu vois ça, tu sais pas comment réagir en Ouais, vrai. bah oui. Du coup, choquée, donc elle fait ça va? Enfin bonjour, pas de réponse, rien. Regard vide, pareil, tu vois. Elle continue de lui parler en mode est-ce que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez où vous êtes? La meuf se lève d'un coup. Fait, sortez de chez moi! Et là, Oh non, non, pas ça, putain. et d'un coup, ma cousine elle tilt, elle fait attends, mes gamins ils sont en train de dormir en 3e étage. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, c'est-à-dire elle est allée là où il y avait des gens là, avant là. d'aller. Et Ah. donc ma cousine elle monte les escaliers avec la boule au ventre en mode qu'est-ce que je vais retrouver chez moi quoi. Et en fait elle arrive dans la chambre des enfants, les enfants dorment, genre ils continuent de dormir. Elle a sorti ça comme ça. Mais j'attendais Les que cette enfants réponse. font Ok, dodo. mais ça- Mais par contre leur chambre elle est complètement sans dessus dessous quoi, genre enfin elle a pris plein de trucs machin. Et entre temps donc elle appelle les flics quand elle est en haut pour leur dire bah il y a eu une intrusion chez moi, il y a une meuf qui est là, qui se croit chez elle, qui a défoncé l'appart, elle a mis que des photos, enfin trop bizarre quoi. Les flics sont arrivés, ils ont embarqué la meuf et en fait c'est une meuf qui, pour les conclusions de l'histoire, était une patiente à mon père il y a très longtemps. Et en fait elle est tombée éperdument amoureuse de mon père, à coup de lettres d'amour machin super creepy Wow. avec tu sais, les yeux en relief en 3D là sur l'enveloppe. Et des trucs comme ça. Oh là là. Super chelou. Et donc l'histoire ça finit là. En gros elle a été embarquée en HP, ses parents sont excusés pour ce qui s'était passé et en fait elle a fait un total sweep quoi. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Voilà. C'est ouf. Et En le fait- côté, attends, c'est ton père et qui? Sur notre photo que tu as dit qui ressemble à ton frère? Mon grand frère. Le grand frère. C'est Ouais. drôle parce que du coup elle s'est dit c'est peut-être le Ah, père, c'est j'ai un Ouais. doute. Oh vas-y. Oh, Ah c'est peut-être le daron mais quand il était jeune. Allez. c'est ça quand il était jeune. On va le Je garder. vais la laisser. Il y a un truc où C'est clairement ouf. elle s'est inventée, qu'elle avait des s'est inventée enfants une vie, avec ouais. son- Mais enfin, ça, Alors, c'est- par contre, en fait, ce truc-là, c'est horrible à vivre parce que ça te bouleverse et tout. Il y a intrusion, la personne elle touche à tes affaires et tout, c'est hyper violent Ouais. psychologiquement. Mais en fait, c'est une maladie dont j'ai oublié le nom, un vrai syndrome que beaucoup de gens ont en fait. Ouais, ouais, à fond. Et surtout envers des big stars. Tu Ouais. vois, il y a beaucoup de Ouais, stars. ouais, c'est Il y a Brad Pitt. Bah, y il a eu ça, Brad Pitt. Brad Pitt, il l'a eu de ouf. De ouf. Mylène Ouais. Farmer aussi. je Mylène Ouais, Farmer, ouais, voilà, il y a beaucoup de grandes stars où ils sont rentrés chez eux Il y a quelqu'un. et il y a quelqu'un qui est là, genre En mode- chérie, je t'ai fait à dîner. Ouais, de ouf. Et vraiment la star qui dit Je te connais pas. Je te connais pas en fait. Sofiane, are you Ouais. ready man? Bah ouais, vas-y. je vais- Toi, t'as raconté tes histoires à Luciole. Ouais. Et Alors, moi, elle- moi c'est pas. Je sais pas si c'est creepy, mais je pense qu'il y a un élément qui fait que toute l'histoire le devient en fait, tu vois. Mm. Tu peux y aller, vas-y. Yalla, c'est Yalla. parti. On y va. Bon, ça se passe en 2012, c'est Noël. On est en famille et tout, enfin bref, c'est Noël quoi. Et ma mère, elle sort une vieille boîte avec des vieilles cassettes vidéo, parce que ma mère, elle a un TOC depuis très longtemps. Elle filme tout le temps, H24. Du coup, t'as des. Du coup, j'ai archives de- masse de souvenirs, Ah, j'ai masse c'est de ça. trucs dedans, Ouais, c'est trop bien, ouais. c'est le feu. Mais du coup, voilà, elle sort cette vieille boîte et tout, et elle balance enfin, elle met des cassettes. Et là, sur l'écran, je me vois moi, 4-5 ans, très peu de gens le savent, mais je suis né en France, mais j'ai pas vécu mes 10 premières années en France, je les ai vécues en Namibie.
c'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Donc du coup, je me vois sur ces cassettes en Namibie, 4-5 ans, je cours partout, machin et tout. Il y a mes parents, il y a moi, il y a ma petite sœur, et il y a un mec qui est toujours avec nous. Il est là, il a un gros smile. Attends, c'est bizarre. Faut que vous l'imaginez un petit peu, c'est un Renoir. Il s'appelle Onga. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, le mec, tu vois. Genre, Très sympa. non mais vraiment, Vraiment tu vois le très mec, sympa. trop sympa, il est tout le temps là. Et il est là pas que sur une cassette, il est là sur une vingtaine de cassettes, donc il est là sur plusieurs mois. Tu en as fait. des souvenirs de lui? Excusez-moi. Il est là, il joue avec Wam, il parle avec mon père, il mange avec nous, et d'une cassette à une autre, il est plus là. Et je me dis, le mec, enfin le gosse de 4 ou 5 ans qui est dans l'écran, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, il continue à jouer, tu vois. Mais le gars de 2012, donc le moi de 17 ans qui est devant l'écran et qui regarde des cassettes, je me dis, putain, mais c'est chelou, pourquoi il est plus là, tu vois. Bref, je mets ça dans un coin de ma tête. Et 8 mois plus tard, je suis avec mes potes et je dis à mes potes, putain, ce serait cool qu'on se barre, qu'on aille visiter un petit peu. Genre là, ça y est, on a plus l'école. Moi, je crois que j'avais commencé YouTube en plus à ce moment-là et je sais pas, j'avais un peu de thunes, je voulais qu'on se casse quelque part, quoi. Et du coup, la destination qu'on a choisie, c'est la Namibie. Parce que ça faisait très longtemps. Du coup, je n'étais pas retourné moi depuis, et c'est un pays que j'avais envie de revoir, et mes potes ont envie de le découvrir, et en plus il se trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. On s'est barré en Namibie, on arrive là-bas dans un hôtel et tout, on est des trous du cul parce que du coup on joue à Dofus au lieu d'aller visiter tout le pays. La classique. Mec, non mais mec, on reste un mois dans la chambre d'hôtel jouer. à jouer à Dofus, alors qu'elle est dans le plus beau pays. Classique. Non mais mec, enfin bref, ouais, classique. Et à un moment on se lève, un matin on se lève, tu vois, et on se dit putain, les gars, ce serait cool qu'on aille visiter quoi. Un petit peu, c'est... Ouvrons les volets. Ouvrons les volets au moins, tu vois. On se dit putain, vas-y go, on bouge quoi. Et genre la meuf à l'accueil et je lui dis voilà, on aimerait bien visiter le pays, on aimerait bien bouger, on aimerait bien faire le tour de la Namibie, et revenir à l'hôtel, comment on peut s'organiser, comment on peut faire et tout. Et la meuf, trop gentille, de toute façon en Namibie ils sont tous gentils, commence à me dire ah vous en faites pas, putain je connais un gars, il s'appelle Scalamp et il est trop cool et il va vous faire le tour, il est adorable machin et tout. Sentez arriver. Hein. Et là le lendemain on voit Scalamp arriver avec un vieux van, je crois qu'il y avait même un pneu crevé. Bref, et le mec il arrive, c'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, il a un putain de smile, et je me dis mais toi je te connais toi. Je me dis toi, je sais pas pourquoi mais il y a un feeling, je l'ai pas dit tout de suite, mais je me dis il y a un truc chelou entre toi et... Bref, on fait le tour de la Namibie, le voyage dure un mois, c'est pas Un juste... mois avec ce gars. Un mois avec ce gars. Donc on a dormi dans des bidonvilles, on a dormi par terre des fois. C'était Wow. vraiment à l'arrache, mais il s'investissait tellement, il était tellement cool, tellement gentil que j'ai kiffé ma race. Et c'est peut-être un des plus beaux voyages de ma vie. C'est tu cool vois. de voyager comme ça aussi, je trouve. Incroyable. Et bref, on passe tout ce temps-là avec lui. Et sur le chemin du retour, il y a mes potes qui sont dans le van derrière, ils dorment. Moi, je suis devant avec lui. Et je me tourne vers lui et je lui dis Scalamp, je crois qu'on se connaît. Enfin, tu crois pas qu'on s'est déjà vu, machin et tout. Et il me dit bah oui, vous êtes le fils de monsieur Boudouni. Boudouni, c'est mon nom de famille. Voilà. Et là, je suis ok. Yes. Bah. Du coup, t'es au courant depuis le début que je te connais, tu me connais et tout, tu dis rien du tout. C'est chelou, mais c'est peut-être sa façon d'être parce il parle pas beaucoup et tout, tu vois. Genre, je me dis ok. Et je lui dis, mec, c'est bizarre parce que Noël dernier, je regardais les cassettes et tout, et quand j'étais petit, je te voyais dans ma maison et tout en Namibie, je te voyais, t'étais avec nous et tout, et d'une cassette à une autre, t'étais plus là. Et il me fait, ok, c'est tout. Oh. Et je t'explique, là-bas en Namibie, ok, c'est en mode parle pas trop, pose pas trop de questions qui fâchent, dors, la route est longue, Ah, ok, ouais, à ok, l'hôtel. ouais. Et donc j'ai fermé ma gueule, je peux me poser d'autres questions. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on lui dit au revoir, on lui fait bon, le check et tout, on lui fait des câlins, bref. Il a été trop gentil avec nous, tu vois. Il s'en va. La meuf de l'accueil, elle me dit alors c'est bien passé avec Scalamp, machin et tout, c'était cool. Et moi je lui dis ouais, c'était trop cool, machin. Et je lui dis mais pourquoi vous l'appelez Scalamp? Il s'appelle pas Scalamp. Et elle me dit non, il s'appelle pas Scalamp, il s'appelle Onga. Et je lui dis bah oui, je sais qu'il s'appelle Onga. Pourquoi vous l'appelez Scalamp? Et elle me dit parce que Scalamp, là-bas en africané, ça veut dire voyou. Et je dis bah très bien, pourquoi vous l'appelez voyou? On parle quand même de Onga, on parle quand même de Tom Hanks. Et elle me dit bah il a quand même tué sa femme. Ok, là Ok. On part, là on était bonne ambiance. Là on part sur féminicide. Ouais, L'ambiance. ouais, bah ouais, ouais. Bah là, non, pour mais le c'est coup, des histoires terribles. Et en fait, c'est une histoire qui est connue là-bas. Et en gros, déjà, faut savoir une chose. Petite parenthèse, en Namibie, le port d'armes est autorisé. Onga, il devait se marier. Et la veille de son mariage, il rentre chez lui. Il voit sa femme sur le canapé avec un autre mec. Il avait le gun dans la poche. De colère, il a voulu buter le mec. Il a buté la femme. Donc, du coup, il a fini par buter le mec. Je dis ça comme ça, je sais. Je le dis avec le smile, mais c'est vraiment nerveux, d'accord. Je préfère. On jugera pas, évidemment, rien n'est drôle dans cette Non, histoire. il y a rien qui est C'est marrant. absolument dramatique et Voilà, nul. il se fait choper, 15 ans de tôle, il fait que 10 ans parce que c'est pas... On est en Namibie. Du coup, et moi du coup, bah, j'ai compris pourquoi Onga avait disparu des cassettes. Oh C'est Onga, mec. Onga. C'est Onga, mec. Mec, c'est... Voilà. C'est très bâton, mec.
Ouais. C'est crime passionnel et c'est arrivé malheureusement beaucoup de fois. Non mais mec, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... En plus, il y a mes potes qui étaient là, je leur ai dit, mais il y en a pas un qui croyait quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vrai, il s'avère que c'est vrai en fait. En fait, c'est juste bouleversant que t'aies été si proche d'un mec qui Ouais, a c'est ça, en fait. tué sa femme. C'est ça, en fait, c'est que je C'est connais chiant. personne dans ma vie, personne d'autre, qui a tué quelqu'un. Moi, je trouve ça choquant de connaître quelqu'un qui a tué Oui, quelqu'un. bah oui, Un bah petit peu. heureusement. Bah, moi genre, aussi, voilà, je non trouve mais ça oui, choquant. non mais c'est chaud. Les amis, bravo à vous. Je suis très content. Ouais, bravo. Eh ben, on va tous très bien dormir. Ouais. Eh bien, les amis, est-ce que cette édition guest vous a plu? Oui. Moi, je suis refait. Moi, je suis J'ai- content aussi d'avoir écouté tout ça, là, mec, c'est chaud. Bon, je suis un peu triste du coup, mais j'ai compris pourquoi les gens aimaient bien les vidéos thread d'horreur. Parce que là, j'étais un peu à la place des gens. Tu vois, Ah, pour ok, parler. ok. Bah, Et j'ai vraiment, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ça, c'était vraiment cool. Et puis, dites-nous les gens si ça vous a plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je pense que ils iront vous répondre dans les commentaires. Pas du tout. Ils ont des vies actives, ils s'en foutent. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain stream, une prochaine vidéo. Je suis très content d'avoir fait ça. Merci. c'est lourd, je suis ouais, vraiment merci content, à c'était toi. trop bien. Ensuite, avec l'histoire d'Eliot, qui est une histoire qui parle d'intrusion, d'effraction à domicile. Donc, on a déjà traité de ça plusieurs fois dans ces vidéos thread d'horreur, sauf que là, ça aurait pu vraiment mal tourner. Quelques années avant de raconter son histoire, Eliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. Voilà, il explique que c'était un entre-deux assez cool. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en aux faits. Un soir, Eliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse, et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Eliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf qu'il voit personne, il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent, même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Eliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup, il était claqué, et que par conséquent, ce soir-là, même s'il était à peine 19h passé, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard, après s'être couché, Eliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Il explique que ça l'a pas du tout inquiété parce que Eliot a en fait un ami qui passe régulièrement chez lui pour se doucher avant de rejoindre des cours qu'il prend le soir. Il y a quand même un truc qui met Eliot un peu sur ses gardes, c'est qu'habituellement son ami le prévient quand il passe chez lui. Il lui envoie un message. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Eliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son ami. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur avant de la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haut des marches à l'étage. Eliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Il explique que c'était probablement parce que c'était la seule des trois portes qui était entrouverte et que donc le gars a dû penser qu'Eliot s'était caché dans la salle de bain, genre derrière le rideau de douche ou une connerie comme ça. Eliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Heureusement que l'accès était là parce que si l'accès était en dehors du placard, il aurait probablement fait du bruit en sortant du placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Eliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel, je le rappelle, se trouve l'accès au grenier. Grenier dans lequel se trouve Eliot. Eliot, il est à peu près à 1 mètre de l'accès au grenier et du coup, il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Eliot n'est pas là et donc repart. Et après être parti, Eliot entend un gros cri de colère et de frustration venant de l'intrus. Il explique d'ailleurs que ça lui a foutu la méga trouille parce qu'il a compris définitivement que ce mec était en train de le chercher et qu'il était très en colère de pas l'avoir trouvé. Bref, après ça, l'homme qui est dans la maison retourne au rez-de-chaussée et là, Eliot entend toutes sortes de bruits, d'étagères qui tombent, d'assiettes qui se cassent. Bref, le gars est en train de démolir le rez-de-chaussée d'Eliot. Et c'est à ce moment-là qu'Eliot réalise qu'il est un peu baisé parce que quand il est parti se cacher dans le placard, il a pas eu le réflexe de prendre son téléphone qui est malheureusement toujours sur sa table de nuit. Et clairement, il a pas envie de prendre le risque de descendre du grenier pour aller prendre son téléphone et de risquer de faire du bruit, ce qui va attirer le gars qui est toujours au rez-de-chaussée dans la chambre. Il décide donc d'attendre, accroupi dans le grenier et d'être patient malgré les bruits de fracas qui viennent du rez-de-chaussée de chez lui. Et à partir du moment où les bruits vont cesser, Eliot décide de compter jusqu'à 1000. Il fait ça pour se laisser une marge de sécurité et pour être sûr que le gars est bel et bien parti avant de descendre du grenier et d'appeler la police. En descendant du grenier, le premier truc qu'Eliot
voit, c'est son lit qui est complètement renversé. Ne vous cachez donc jamais sous votre lit, c'est évident. Il remarque aussi que son portable n'est plus sur sa table de chevet et il ne le trouve plus. Heureusement pour lui, sur un meuble de sa chambre, il y a un téléphone fixe. Ce que d'ailleurs moi je n'ai pas chez moi. Moi le gars prend mon tel, je suis baisé. C'est fini. Elliot appelle donc la police grâce à sa ligne fixe et il attend dans sa chambre jusqu'à l'arrivée des policiers, jusqu'à ce qu'ils les entendent crier en bas. En descendant, pas de surprise, son appart est retourné. Et le seul truc qui a disparu, c'est un couteau de son bloc de couteau de cuisine. Ce qui donne des frissons à Elliot puisqu'il comprend que le gars avait pris un couteau pour se défendre lorsqu'il le cherchait. La police a donc découvert que la porte latérale de la maison d'Elliot avait été forcée à base de pieds de biche et que c'était comme ça que l'intrus s'était infiltré chez lui. Ils ont aussi trouvé le long de la clôture d'Elliot des mégots et un stylo vidé. La police a expliqué à Elliot que les gens qui fument de la méthamphétamine se servent souvent de tubes de stylo vides. Et c'est là qu'Elliot se rappelle que quand il est rentré chez lui, il a senti une odeur de cigarette. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment où il est arrivé chez lui, il a pas fait gaffe mais il y avait déjà quelqu'un qui était là autour de chez lui en train de fumer une clope. Bref, la conclusion de ça c'est quoi? C'est qu'Elliot, il a quand même dormi chez lui ce soir-là après avoir mis une étagère devant la porte enfoncée. Le lendemain, il a appelé différentes personnes pour bien évidemment réparer sa porte et aussi installer des spots qui s'allument automatiquement tout autour de sa maison. Il a vécu encore 3 ans dans cette maison avant d'emménager ailleurs et il a jamais eu d'autres incidents. Par contre, il explique qu'il a pris une autre précaution maintenant, c'est que il explique qu'il s'était entraîné à sortir de son lit le plus vite possible et à rejoindre le grenier en faisant le moins de bruit possible. Ça l'a quand même un peu trauma et il a bien badé à cause de ça et on comprend totalement. Elliot, on espère ne jamais avoir affaire au gars qui est venu chez toi. Voilà. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Margot qui s'est passée à son université. Elle est dans une université assez petite d'à peu près 500 personnes. Elle est en 2e année et tout se passe bien. Dans sa classe se trouve un garçon un peu particulier qui s'appelle Marc. Elle le connaît pas plus que ça, mais il y a un cours dans sa journée où elle est assise à côté de lui. Bref, ce gars socialement est pas très à l'aise et elle s'en fiche, ça la regarde pas. Tout ce qu'elle sait de lui, c'est qu'apparemment il a eu une enfance un peu compliquée. Pendant un de ses cours de fin d'après-midi, il y a l'agent des ressources humaines de l'école qui vient toquer à la porte de la classe. Le CPE dit au professeur: j'ai besoin que Margot me rejoigne immédiatement dans mon bureau. Tous ceux à qui c'est arrivé, vous savez, c'est l'un des plus gros coups de pression que tu peux te prendre dans ta vie. C'est le CPE qui vient te chercher en cours directement. Ça m'est arrivé, j'ai pas fait le malin. Margot, elle a rien à se reprocher, elle se doute pas du tout de ce qui va lui être reproché et elle se dit bon bah c'est sûrement un test de dépistage de drogue qui était un truc très fréquent dans son établissement où apparemment des fois ça venait toquer à la classe et ça a appelé 3 élèves au pif pour faire des tests de dépistage. Incroyable. Bref, le CPE amène Margot et son ami dans une salle de conférence dans laquelle se trouvent 2 policiers. En entrant dans la pièce, Margot sent qu'il se passe quelque chose de grave parce que le policier verrouille à clé la porte et le deuxième policier bloque la fenêtre. Et en vrai, c'est des situations où même si t'as rien à te reprocher, tu te dis waouh, là il y a des policiers devant moi, ils veulent me poser des questions, enfin ça te met vraiment un maximum de pression, même si t'as rien à te reprocher. Le CPE demande alors à Margot si elle a entendu quelque chose aujourd'hui. Margot a aucune idée de quoi parle la CPE et elle lui dit: entendu quelque chose à propos de quoi? Vous parlez de quoi? La CPE lui explique qu'il y a des menaces qui ont été proférées contre l'école et que le nom de Margot est apparu dans une conversation. Margot comprend rien du tout à ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi il y a eu son nom dans une conversation et elle comprend pas qui a pu dire qu'elle était au courant de ça d'une manière ou d'une autre. La CPE lui explique alors que Marc a proféré des menaces contre l'école et que lorsqu'ils ont interrogé d'autres personnes, le nom de Margot est ressorti. En gros, il y a des gens qui ont dit à l'école que Margot était sûrement au courant de quelque chose. Elle explique qu'elle est pétrifiée parce qu'elle est dans une situation où il y a 3 personnes qui agissent comme si elle avait fait quelque chose de mal, de grave, alors qu'elle a rien fait du tout. Elle sait vraiment pas de quoi il parle. Bref, Margot se calme et leur explique: écoutez, le seul cours dans lequel je suis avec lui, c'est un cours qui a lieu de 15h à 16h. D'ailleurs, aujourd'hui, il était pas là et habituellement, quand il est là, la seule raison pour laquelle on parle, c'est qu'on a des exercices à faire ensemble, mais c'est tout quoi. On parle pas de nos vies, on n'est pas amis ou quoi que ce soit. Le CPE lui demande donc si elle est vraiment sûre de ce qu'elle avance et si elle est pas en train de mentir. Margot dit bah non, vraiment c'est la vérité. Et au final, il la laisse partir. Évidemment, en retournant en classe, tout le monde lui a posé des tas de questions sur ce qui venait de se passer et elle a juste ignoré tout ça. Le soir, en rentrant chez elle, sur Facebook, elle voit que l'école a posté un message. Parents et élèves de, insérer le nom de l'école, 2 élèves ont signalé qu'un autre élève avait menacé notre école. Nous avons géré la situation et il n'y a rien à craindre. Bien entendu, le message était probablement plus long et plus précis, mais comme il a été supprimé, c'est tout ce dont elle se souvient. Au repas du soir, Margot raconte à ses parents ce qui s'est passé parce que, bah, ça les concerne un peu quand même, et ils ont tout de suite voulu plus d'informations. Sauf qu'à ce moment-là, Margot, elle en sait pas plus, vraiment, elle a eu aucune réponse, ils lui ont rien dit, elle sait pas du tout ce qui se passe, et c'est que le lendemain qu'elle va obtenir les réponses à toutes ces questions. Le lendemain, Margot apprend que le plan de Marc, c'était de tuer des élèves. En fait, lors de la première heure de cours de la journée, Marc était là. Il a montré à ses camarades de classe une liste de noms d'élèves en disant qu'il voulait les tuer. Et sur cette liste, le 3e nom
c'était celui de Margot. Ses autres élèves ayant rapporté l'incident à leur professeur, qui l'a rapporté à la police, Marc a été arrêté lors de la 4e heure de cours de la journée. Et son plan devait se dérouler pendant la 5e heure de cours de la journée, qui est l'heure de cours pendant laquelle Margot est assise à côté de Marc. Heureusement, les élèves en ont parlé, puisque la police, en fouillant le casier de Marc, est tombée sur une arme à feu. Ce qui veut dire que c'était pas une blague ou un truc pour attirer de l'attention autour de lui, c'était réel, c'était sérieux. Bref, 2 semaines plus tard, Margot est toujours pas bien parce que je vous rappelle que son nom était sur cette liste et qu'elle a jamais eu un comportement déplacé avec Marc. Bref, elle a jamais rien fait qui puisse justifier le fait que Marc en ait après elle. Et elle va au supermarché avec son père en rentrant dans le magasin pour acheter le repas du soir. Margot se décompose puisqu'elle tombe face à face avec Marc. Margot et son père sont en panique, non seulement parce que Marc est en totale liberté malgré ce qu'il s'apprêtait à faire, et qu'en plus il sait où Margot habite puisqu'il est dans le supermarché qui est à côté de chez elle. Bref, Margot et son père sont donc repartis illico du supermarché et sont rentrés chez eux. Et ils ont bien entendu contacté l'école en leur disant « Mais attendez, le Marc là, il est encore dans les parages en fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, malheureusement pour eux, l'école a agi comme si ils surréagissaient par rapport à la situation. L'école leur a dit « Mais attendez, cette histoire a été réglée, tout est sous contrôle, on a fait tout ce qu'il fallait, vous paniquez pour rien, faites-nous confiance. » En gros, selon l'école, Margot n'a jamais vraiment été en danger. Alors que clairement, elle l'a plus qu'été. Margot explique qu'au moment où elle raconte cette histoire, elle a plus d'angoisse parce que Marc est en prison pour avoir apparemment assassiné sa mère. Il l'aurait poussée dans des escaliers et elle aurait été retrouvée morte dans un sac mortuaire. Margot est donc rassurée parce qu'il a été condamné pour homicide volontaire, donc il a pris beaucoup d'années. Elle ne redoute donc plus qu'un jour il se pointe à l'école ou qu'un jour il se pointe devant chez elle ou au supermarché dans le but de lui faire du mal, voire de l'assassiner. Voilà, c'est très gai cette histoire. C'est profondément triste et en France, on a de la chance parce qu'il y a tout un truc de régulation sur les armes à feu et c'est vraiment tant mieux. Aux US, c'est pas le cas, c'est pas en libre accès non plus, mais c'est beaucoup plus facile de se procurer une arme et du coup, il y a eu beaucoup de tueries dans des écoles, des élèves qui en peuvent plus et qui décident de tuer d'autres élèves. Bref, c'est hyper triste et c'est un truc qui a failli arriver à Margot. Elle est passée vraiment pas loin, ça s'est joué à 1 heure près et en plus, le gars qui allait passer à l'acte lui en voulait personnellement sans qu'elle n'ait jamais compris pourquoi. Horrible. On arrive donc à la dernière histoire, l'histoire de Maeva. Alors Maeva, pour qu'on comprenne bien la suite des événements, elle nous a fait un schéma de son appart. L'investissement de Maeva quand elle raconte un truc, c'est incroyable. Et le truc important à retenir sur ce schéma, c'est que les balcons ne sont pas séparés par des parois, elles sont séparées par un petit mur que tu peux enjamber et qui en plus ne couvre pas toute la largeur du balcon. Il est donc très simple pour quelqu'un de se rendre sur le balcon de l'autre. Vous sentez les problèmes arriver. Maeva explique que l'année dernière, après avoir passé 1 an nickel dans son nouvel appart, elle a un nouveau voisin. Pour le reste de cette histoire, elle va l'appeler Sam. Maeva raconte sa première rencontre avec ce nouveau voisin et ça s'est passé sur le parking de l'immeuble. Il était en train de décharger les courses de son énorme camion. Maeva se gare à côté du camion, elle voit ce gars avec ce qui a l'air d'être sa copine et en sortant de la voiture d'un coup, elle constate que les deux ne parlent plus. Elle leur fait un signe de la tête pour leur dire bonjour, puis elle rejoint l'ascenseur pour aller dans son appart. Mais pendant qu'elle attend l'ascenseur, le gars se rue vers elle, fait tomber la moitié des courses qu'il avait dans ses bras et lui demande de l'attendre. Maeva se retrouve donc avec son nouveau voisin et la copine de son nouveau voisin dans l'ascenseur. La petite amie de ce nouveau voisin baisse la tête et ni ne regarde Maeva ni ne lui parle. En revanche, son nouveau voisin, lui, il est extrêmement bavard. Dans les 45 secondes qu'il faut pour arriver à l'étage où se trouvent les appartements, il a le temps de lui demander si elle aimait l'endroit, d'où elle venait et où elle travaillait. Avec le recul, Maeva trouve que son enthousiasme était un peu étrange, mais elle a pas relevé. Une nuit, environ 3 mois après que Sam soit arrivé là, le petit ami de Maeva l'a rejoint chez elle et ils ont regardé des films sur le canapé. Il était genre 23h30, petite soirée Netflix and chill, tu connais. Et Maeva et son copain commencent à entendre des bruits de claquements. Ils entendent des claques. Maeva et son copain tapent une bonne barre et ils se disent ah bah ils passent du bon temps là-bas, ça fait plaisir. Allez, on augmente le son de notre série. Et puis après un moment, en plus des coups, il y a eu des cris. Maeva n'arrive pas à distinguer ce qu'ils se disent, mais elle sent que il y a une embrouille. Son petit ami se rend alors sur la terrasse, se penche sur le balcon de Sam et dit est-ce que tout va bien là-dedans? 1 ou 2 minutes plus tard, la copine de Sam ouvre la porte coulissante du balcon et dit oui tout va bien, désolé pour le bruit, vous en faites pas. Du coup Maeva et son copain ne se sont pas inquiétés plus que ça et ils sont allés se coucher. Bref, cette nuit-là, Maeva se réveille à environ 3h du matin à cause d'hurlements de plus en plus fort. Mais comme elle était dans les vapes, elle a pas vraiment distingué si c'était un mauvais rêve lié à ce qu'elle avait entendu vers 23h30 ou si il se passait vraiment de nouveau un truc pas cool à côté. Et du coup, elle s'est rendormie. Bref, avance rapide d'environ 2 semaines pendant lesquelles il s'est rien repassé de similaire. C'est une belle journée chaude. Maeva, elle est en robe sur son balcon, elle kiffe la vie quand d'un coup elle sent une tape sur son épaule. Il s'agit bien entendu de Sam
qui est sur le balcon de Maeva et qui lui demande s'ils peuvent parler une minute. Il vient donc de pénétrer dans l'appart de Maeva dans un calme grandiloquent et en plus il est entre Maeva et la porte coulissante qui lui permet d'accéder à son appart. Donc Maeva elle est zob. Sam explique à Maeva que c'est son anniversaire et que comme elle ressemble à une fille qui a l'air de savoir s'amuser, il aimerait qu'elle lui donne un bon plan pour acheter de la weed. Il faut savoir que la weed là où Maeva habite c'est légal. Vu le comportement que Sam a eu, de venir sur son balcon en ignorant la frontière etc, elle lui dit bah écoute mec franchement vu que c'est légal va sur Google, t'auras vraiment toutes les réponses dont t'as besoin. Et alors que Maeva commence à se lever pour rentrer chez elle, Sam lui remet la main sur l'épaule et lui explique qu'il a éraflé sa voiture la nuit dernière parce qu'il conduisait un peu bourré. Quoi? Et il lui dit ça avec un sourire sur le visage, comme s'il était content que ce soit arrivé. Maeva, elle est surprise et choquée de comment il lui dit ça dans un calme incroyable, mais elle est sur la défensive parce qu'il a rien à foutre sur son balcon, et du coup elle lui dit ok, pas grave, on verra ça plus tard, je vais rentrer chez moi. Bref, le lendemain, c'est le jour J de l'événement terrible. On est samedi, il est 23h, Maeva elle est chez elle, elle est en train de regarder un bon gros film d'action qui est donc relativement bruyant et du coup il lui faut un peu de temps avant de comprendre que il y a des gens qui tapent à sa porte. Elle baisse le son de son film et elle entend les mots suivants: police, ouvrez la porte. Ah d'accord. Pourtant il y a pas de Margot là dans l'histoire. Maeva a alors une énorme boule au ventre, je pense comme tout le monde qui entend ces mots de toute manière. Elle vérifie quand même dans l'œil de la porte si c'est bien des policiers qui sont sur le palier. C'est bien des policiers, ils sont 6 et ils ont tous un fusil d'assaut. C'est bon? Ça fait peur de voir des gars avec des armes qui toquent chez toi, même si c'est des policiers, ça fait super peur. Et heureusement le capitaine des policiers qui est sur le palier sent que Maeva elle est pas sereine et il la rassure, il lui dit madame vous avez aucun souci à vous faire, on n'est pas là pour vous du tout. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez nous laisser entrer chez vous? Maeva elle est en PLS total, elle ouvre la porte et les policiers rentrent chez elle et le capitaine des policiers lui demande du coup quelles ont été ses dernières interactions avec Sam. Maeva leur explique qu'elle le connaît à peine, qu'elle l'a vu quelques fois, qu'il a emménagé qu'il y a quelques mois et puis elle leur demande pourquoi ils ont besoin d'être dans son appart. Et le capitaine de la police lui répond tout simplement que Sam est très dangereux et que la nuit précédente il a battu sa copine tellement fort qu'elle s'est retrouvée en soins intensifs. Il lui explique alors qu'ils savent que Sam a un pistolet et qu'il est barricadé chez lui, donc dans l'appartement à côté du sien. Les policiers disent donc à Maeva d'aller dans sa chambre, de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières, pendant qu'eux vont procéder à une intervention chez Sam via le balcon de Maeva. Les 30 minutes qui suivent pour Maeva, elles sont horribles. Exactement comme pour Elliot, dans la panique, elle a pas pris son téléphone qui se trouve sur la table de sa cuisine, et du coup elle est dans une chambre, dans le noir, à entendre des policiers crier sur un mec, sans qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, à part attendre. Après 30 minutes, l'intervention des policiers est terminée, et heureusement il n'y a eu aucun coup de feu de tiré. Le capitaine retourne donc voir Maeva dans sa chambre et lui explique que l'intervention est terminée et que Sam a été arrêté. Maeva elle aimerait que l'histoire elle se termine là, sauf que ça se termine pas là. 5 jours plus tard, Maeva rentre du travail et en rentrant dans l'ascenseur, elle voit un homme qui se met à courir pour attraper l'ascenseur avec elle et cet homme, c'est Sam. Sam lui demande alors pourquoi elle a laissé rentrer les policiers chez elle ce soir-là et elle lui explique la vérité, qu'elle était pétrifiée et du coup elle voulait surtout pas passer pour une complice de quoi que ce soit ou avoir d'autres problèmes avec la police. Évidemment, il en veut à Maeva d'avoir fait ça et il va lui proposer un truc scandaleux, il va lui proposer 3000 $ pour qu'elle témoigne en sa faveur puisque selon lui, elle le connaît et elle sait comment il traite vraiment les femmes et à quel point c'est un homme bon. Maeva évidemment elle a pas envie de témoigner pour un mec qui a failli tuer sa copine, elle sait plus trop comment elle s'en est sortie mais elle s'en est sortie. Elle a dit des trucs qui font qu'au final il lui a foutu la paix. Quelques jours plus tard, on est mercredi soir, on est la veille du procès de Sam. Maeva rentre chez elle après le travail et elle constate que son chat a un comportement un peu bizarre. Il est stressé et c'est là qu'elle remarque à travers les rideaux qu'il y a un post-it collé à sa vitre. Et ce post-it, c'est Sam qui l'avait mis là et dessus il avait marqué son numéro de téléphone et la phrase suivante: je compte sur vous. Quel genre de perverté, toi? Quel genre de perverté? Bien évidemment, Maeva ne s'est pas rendue au procès. Elle a pris une photo du post-it, elle a verrouillé toutes ses portes à clés avant de se rendre chez sa mère et d'y passer les 5 jours suivants. Elle explique qu'elle a plus jamais revu Sam et qu'il a donc très probablement perdu son procès. Et quelques semaines plus tard, elle a même vu une femme dans l'appartement de Sam qui nettoyait et c'était en fait probablement la propriétaire qui remettait à neuf l'appart avant de le relouer à d'autres personnes. Voilà l'histoire de Maeva et elle est assez touchante parce que je sais que pendant le confinement, il y a eu pas mal d'histoires comme ça en fait. Du coup, comme tout le monde est chez soi, il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu des trucs pas nets dans l'appart d'à côté, etc. Franchement, c'est difficile de savoir ce que tu fais dans une situation comme ça où t'entends des bruits dans l'appart d'à côté. En fait, ça peut te sembler irréel, mais non, ça arrive et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est la petite morale un peu badante, mais c'est pour ça qu'elle m'a touché cette histoire et que j'ai trouvé horrible. Et surtout, putain, dans les 3 cas, ça a failli être bien pire que ça, quoi, les événements. C'est terrible. En tout cas, j'espère que les 3 histoires vous ont plu. Moi, j'ai trouvé parfaitement horrible. Je vous souhaite à tous de très bonnes choses. Désolé si votre voisin s'appelle Sam. Désolé si votre camarade de classe s'appelle Marc. Ne vous en faites pas, ça ira. Je vous dis à bientôt. Un bisou de maman. Le bisou de maman qui fait mal à l'oreille.